Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'analyse pronostique du co-main event de l'UFC 323. Enfin, pas que le co-main d'ailleurs, on va aussi faire le combat de Faresiam contre Sadikov pour l'UFC 323 qui aura lieu dans la nuit du 6 au 7 décembre à la T-Mobile Arena. Pourquoi on n'a pas fait le main event qui est Petroyan contre Merab Dvalishvili? Parce que tout simplement on l'a déjà analysé, on l'a débriefé et que de ce qu'on voit, on n'a pas vu sensiblement de choses différentes du premier combat. Donc si c'est pour faire de la redite, eh ben autant aller voir la première analyse qui sera sensiblement la même. Voilà, honnêtement. Vite fait, 3 mots, je vois pas de surprise. Je pense que ça va se passer comme le premier combat. Ouais, je vois le même fight avec peut-être même plus d'agressivité de Merab qui est monté encore en niveau depuis et en confiance. Donc ouais, pour moi ça va être difficile de s'imposer pour Yann. Je vois pas vraiment de chemin. Bah écoute, je suis plutôt d'accord. Donc voilà, c'est pas la peine de le faire. Je pense qu'il y aura d'autres podcasts qui le feront, qui prendront le temps de reparler de ce combat-là. Écoute, nous on l'a déjà fait. Je préférais et on préférait tous les deux partir sur des choses de neuf, sur du 109. Même si on a déjà analysé Pantoja, mais cette petite opposition face au Joshua Van qui monte en puissance parce qu'il est monté très très vite dans la catégorie puisqu'il est passé de Silva de Bruno Silva à Brandon Royval pour ensuite avoir tout de suite sa chance au titre. Il est arrivé dans le MMA il y a pas longtemps en plus. Ça fait que quelques années qu'il est dans le MMA. Donc voilà, c'était intéressant cette opposition. Parce que pour l'instant, personne n'a réussi à résoudre le casse-tête Joshua Van, donc savoir si Pantoja est capable de résoudre ce casse-tête. Je dis bien Pantoja, pas Pantoja, pas Pantoja, mais Pantoja. Je le dirai à chaque fois, mais s'il vous plaît, c'est du portugais et il n'y a pas de rota, il n'y a pas de iota, il n'y a pas de, il y a que du ja. Donc dites bien ce nom, s'il vous plaît. On commence. Comme d'habitude, non, d'abord, le partenaire du moment, tu vois, je suis en train de m'éparpiller là, tu vois, avec toutes ces histoires. Import Fight, site de textile, de matériel de boxe, MMA, grappling, qui ne vend des marques qui ne sont vendues en France que sur Import Fight. Que ce soit Hit and Move, Primo, Corner ou Pitbull West Coast, vous retrouverez ces marques de qualité, stylées, pour avoir du style en étant différent des autres. Avec le code TATAMIDI, vous avez 10% de réduction sur tout le site, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description pour faire vos commandes. Si jamais vous avez besoin de matériel, vous ne serez pas déçus. Une fois n'est pas coutume, c'est le mec qui repart sur sa phrase. On va faire le Tale of the Tape. On va commencer par le champion. Donc Pantoja, c'est 1m65 pour une allonge de 171,4 cm. C'est 30 victoires, c'est 8 KO, 12 soumissions, 10 décisions et 5 petites défaites avec 5 décisions. En fait, c'est si tu l'emmènes à la décision, tu peux le battre et encore ça remonte à loin. Joshua Van, c'est 1m65, ils font la même taille. Par contre, il a une plus petite allonge, il a 6 cm d'allonge en moins, puisque elle est de 165,1 cm. C'est 15 victoires, 7 KO, 2 soumissions et 6 décisions, et 2 défaites, 1 KO, 1 soumission. Peut-être une deuxième, on va savoir. On en parlera dans cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut dire? Joshua Van contre Pantoja, c'est... Alors, je vais pas dire une opposition de style, parce que pour moi, c'est pas une opposition de style. Non, c'est un mec qui boxe, voilà, qui a une bonne défense de lutte, contre un mec qui est, en la période de Pantoja, un combattant de MMA complet. Voilà. Ouais. Oui, donc c'est pas une opposition de style. Mais on a quand même en tout cas d'un côté, pour le côté Joshua Van, un style très marqué qui est essentiellement sur le striking. Même essentiellement sur la boxe anglaise. Ouais. Il a quelques kicks, mais c'est vrai que son travail, il est plus en boxe anglaise. Il est très fort dans la discipline, faut le dire. Ça, par contre, c'est vrai qu'il le fait très bien. Il maîtrise très bien son domaine. Donc, ce que j'aime avec lui, c'est que il envoie pas des milliers de combinaisons. Par contre, ce qu'il envoie, il le fait très bien. Déjà, il a un excellent jab qui fait
partie prépondérante de son jeu. Un jab qui vient souvent feinter. Il fait un appel avant d'envoyer son jab, ce qui fait que tu viens déclencher une défense pour prendre le jab derrière dans la foulée. Et puis derrière, il envoie 2-3 combinaisons max. Jab, cross, crochet. Sinon, il envoie cross, crochet du bras avant. Enfin, tu vois, c'est des enchaînements comme ça où il va varier. Quand tu viens lui mettre la pression, soit il envoie le jab, s'il est dans le temps. S'il est pas dans le temps, il met sa main en frame pour pousser ton épaule pour t'envoyer le bras arrière. Tout ça, ça se fait très bien. En tout cas, pour les armes à distance, déjà, ça se fait très bien et ça se fait très bien sur la ligne directe associée souvent à un petit crochet des familles qui passe bien. Ouais, bah écoute, tu viens de définir 80% de son style. Mm. Et c'est comme tu l'as dit, hein, il le fait très bien, mais c'est là où il y a de la limite en fait, c'est que c'est assez prévisible en fait à analyser. Il n'y a pas vraiment de changement. Tu vois, je me suis refait le combat contre Royval. Même au niveau des changements de niveau, au niveau de frappe, il frappe quasi exclusivement au visage. Alors il y a quelques frappes au corps évidemment, Mm-hmm. mais il y a énorme. Le plus gros de son travail, c'est au visage. Ouais. Donc assez prévisible. Alors ça a fonctionné jusqu'à présent, hein, donc c'est qu'il le fait très bien. Faut dire aussi qu'il frappe très fort. Tu vois, on est dans des KT où c'est suffisamment rare quand même de voir des mecs qui peuvent mettre KO. Lui, il peut mettre KO dans cette KT. Il y en a pas beaucoup, hein. Kaikara France, lui, à deux têtes, c'est peut-être les deux, hein. Manel Cap aussi qui frappe très fort. Moi, c'est la KT de dessus, Manel Cap. Non, Ouais. c'est cette KT? Non, je sais plus. Non, je sais plus. Bref, bon, Non, c'est passons. cette KT, je crois. Bref, ça frappe très Oui, non, fort. c'est ça. Attends, je vais vérifier. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais je suis presque sûr aussi, mais bon. Vas-y, continue. Donc ça frappe très fort, mais stylistiquement, c'est assez limité, hein. Classé 6 dans la KT. Donc oui, c'est assez limité, oui, mais en fait t'as pas besoin finalement. C'est limité dans la variété, mais quand tu le fais bien, finalement t'as pas besoin de plus, tu vois, parce que c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, après, voilà, tout dépend du niveau d'adversité. Mais Royval, c'est pas non plus le pire des combattants. Enfin, tu vois, c'est alors. Il y a Pantoja et il y a le reste de la KT. On est d'accord là-dessus. Tu l'as Il y a revu pas le de combat de souci. toute façon. Tu l'as revu Bien Royval sûr que je l'ai contre. revu le combat. Moi, Royval, pour Franchement, moi, il a plus que le fait d'être un mauvais combattant, parce que c'est pas le game cas. plan. C'est juste qu'il rentre dans le jeu Ben de oui, Joshua Van. il y a aucun game plan. Enfin, il y a quasiment pas de tentative de lutte. Il essaye timidement, je crois, une fois ou deux, mais il y a pas la volonté vraiment de l'amener. Il reste dans la distance de Van. Il subit en fait. Il subit Ouais, mais alors le rythme de Joshua Van. la question que je me suis posée, c'est est-ce que Royval ne va pas chercher la lutte, tout comme un Bruno Silva qui essaye et qui y arrive de temps en temps dans le temps, mais qui n'arrive pas à le stabiliser, ou est-ce que c'est le jeu de Joshua Van qui fait qu'il te ferme les portes en lutte? Dans le sens où déjà il est très bon dans les contres. Déjà passer pour rentrer. Quand tu rentres déjà de base, déjà faut passer la barrière de son anglaise. Son anglaise, elle est très très bonne. Même si tu viens jabber pour ensuite venir dans les jambes, en fait, il arrive à chasser ta main et à t'envoyer le jab dans son jab dans la foulée. Dès que tu viens clincher, il vient tout de suite envoyer une multitude de frappes. Au Tu sais, il corps et à envoie la des tête. crochets corps, Ouais. tête. Donc déjà ça gêne énormément. Il envoie ses uppercuts aussi. Il a un check hook qui est très bon. Il sait très bien se déplacer. Tu reculer quand il faut pour ensuite envoyer son check hook. Donc même si tu veux essayer de casser la distance, tu vas prendre une frappe et puis derrière il va t'envoyer en plus son enchaînement qui va reprendre, tu sais, derrière en envoyant le reste de son enchaînement. Quand t'arrives à venir le saisir quand même en lutte, il est pas mal dans le travail justement de Greco, tu sais, pour rentrer les bras sous les aisselles et revenir. Il peut même te piéger avec un genou. C'était Bruno Silva qui avait pris des genoux pleine face. Dès qu'il était descendu d'un niveau, boum, il avait pris son genou. Parce que c'est pas le genou en collision. C'est il descend d'un niveau pour venir amener, il prend le genou, ça l'a complètement stoppé. Et dès que tu arrives à l'amener au sol, les peu de fois où tu y arrives, il pousse bien la tête, il se relève, il est très explosif, il a l'air très puissant pour se relever. Je me suis posé vraiment cette question, et on aura la réponse de toute façon avec Pantoja. Si c'est lui qui met en place un jeu qui est de l'ordre du ressenti, tu sais, par rapport aux adversaires, qui fait que t'arrives pas à le lutter, ou si c'est juste, pour moi, un Bruno Silva qui était trop timide parce qu'il avait peur des contres,
ou un Brandon Royval, dis donc, j'ai du mal avec son nom, hein, qui a fait complètement le con et qui est rentré dans une bagarre où il ne pouvait pas gagner. Parce qu'il a commencé à le toucher un petit peu, il s'est dit je vais y arriver, et puis finalement il s'est pris à son propre jeu. Je sais pas, je sais que, en tout cas, c'est un mec quand même qui met la pression, Van. C'est difficile de faire des amenés au sol quand tu subis la pression. Et en plus, t'es prévisible, tu vois, on te sent descendre. Là, on sait que Pantoja, il y a peu de chances que ça recule. Donc, ça va faciliter les amenés au sol. Moi, quand je vois le jeu de Van, je vois pas de gestes qui font que c'est compliqué de l'amener au sol. Tu vois ce que je veux dire? T'as dit les attaques, elles sont principalement en ligne, en tout cas. Enfin, il y a vraiment l'accès pour passer en dessous. Le truc, c'est que oui, si tu recules, c'est plus compliqué. Mais si tu restes sur place ou que t'es quelqu'un qui avance, il y a quand même pas mal de place, je trouve, pour rentrer sous ses frappes et l'amener au sol. C'est pas un mec qui kick énormément, donc t'as pas cette crainte non plus de t'empaler sur un kick. Il peut envoyer des kicks, mais c'est pas une de ses armes primordiales. Donc je vois pas, pour moi, il a juste pas été vraiment testé encore dans ce domaine. C'est juste ça en fait. C'est la question. C'est exactement la question. Après, que les kicks, il les a mis en place contre Royval, mais parce qu'ils étaient en garde inversée. Donc, ce qui lui permettait de mettre des sides au niveau du genou, des coups d'arrêt qui ont fait vraiment mal à Royval. C'est quelque chose qui peut implémenter même dans la bonne garde. Hein. C'est pas un problème, ça se fait aussi. Enfin, quand t'es en garde emboîtée, tu vois. Donc, quand t'es dans la même garde, chacun face à face. Alors c'est sûr que la jambe elle est moins devant que sur une garde miroir, garde opposée, mais bon ça se fait quand même. Ce qui en plus ce qu'il faisait très bien, c'est qu'il arrivait bien à mixer avec sa boxe derrière. Maintenant, euh, juste avant de revenir sur quelques éléments de la boxe de Van, si on parle de la lutte de justement de Pantoja, en fait comment il l'amène, tu vois, si je me fais moi mon combat référence, on va dire ça serait plus un Kaikara France, tu vois, dans cet affrontement-là, qui frappe très fort, qui est très bon en boxe et tout ça, donc de voir comment il a mis en place un jeu pour éviter de se faire connecter. Et quand tu regardes dans ce combat-là, il est très mesuré, il reste à distance, il surengage pas. Par contre, quand il explose pour engager, il explose en envoyant en fait, il fait du pied-point, mais du pied-point intelligent. C'est-à-dire que il envoie son gauche-droite. En plus, il a plus d'allonge en général. Il va envoyer un low kick pleine balle. Même si c'est pas très propre techniquement, il envoie un énorme low kick, ce qui fait qu'il casse la structure de l'adversaire. Il y a même un moment avec Keikara France, il lui en envoie 2 d'affilée. Puis derrière, il renvoie un enchaînement en anglaise pour venir le descendre dans les jambes et venir le coller. Donc après, ça passe ou ça passe pas, il tombe en première intention ou pas, mais on sait qu'une fois qu'il est collé à toi, là ça devient compliqué en fait de s'en débarrasser, que ça soit en chain wrestling ou sur les prises de dos. Mais j'ai bien aimé le fait de ne jamais surengager, de ne pas rentrer dans la bagarre comme l'a fait un Royval, de rester à distance, et de quand il décide d'accélérer, de mettre une pression extrêmement forte en fait Bah, dans la pression. tu vois la différence avec Royval par exemple, elle est là, c'est que en plus d'être ultra complet, Pantoja, même si on n'a pas forcément la sensation quand on voit ses combats parce que c'est agressif et finalement le cheminement est quasiment toujours le même, mais tu sens qu'il bosse vraiment sur ses adversaires. Les game plans, ils sont parfaits. Quand il affronte le japonais qui vient du pied-point là, où on sait qu'il a un gros kick et un gros crochet, bah, les réglages étaient faits. Tu vois, il les prend pas, il le domine. En fait, il arrive même à tellement il bosse sur ton dossier qu'il arrive à te dominer dans ton domaine. En fait, il annule toutes tes forces. Tout ce qui fait ta force, il va réussir à l'annihiler et à le retourner contre toi. Donc c'est franchement ouais. En tout cas sur la partie striking, où normalement Joshua Van doit tirer son épingle du jeu s'il veut espérer gagner, eh ben je le vois pas si facile que ça. Je le vois même compliqué. Bah, écoute, après je sais pas parce qu'il y a quand même des choses à mettre en lumière sur le striking de Joshua Van. Il a un excellent coup d'œil, il a des esquives millimétrées. Tu sais, alors dans une moindre mesure, il me fait un peu penser à Connor. Tu sais, ces petites esquives où là le poing vient à peine frôler le visage pour ensuite prendre le contre derrière. Tu sais, il y a vraiment ce truc là où il est très fort. Tu sais, dans les contres synchrones et asynchrones. C'est-à-dire soit il rentre dans ton attaque, soit il laisse passer l'attaque, mais de manière différente en plus. C'est-à-dire qu'il a plusieurs types d'esquives, soit juste retrait de buste, soit esquive de côté, tu vois, enfin de latéral,
pour ensuite rentrer sur son action, lui derrière. Tu vois, le truc c'est que il a quand même des armes pour te toucher, et quand il touche dur. Alors c'est pas un mec qui va t'éteindre sur une frappe. Par contre, c'est quelqu'un qui va te sonner et qui va capitaliser sur le fait de t'avoir sonné. Et force est de constater quand même que quand ça va au sol, après avoir sonné un adversaire, il est quand même bon dans les positionnements, dans le grand Ouais. endpoint. Tu sais, je pense qu'on n'a pas vu son sol, mais je pense que son sol n'est pas mauvais foncièrement. Tu sais, on le voit dans les Ah postures, on non, voit dans les non, non. dans les Non, positionnements. Je pense qu'il est pas si mauvais que ça, tu vois. quand on dit que c'est un striker, de toute façon, dans cette caté, on l'a déjà dit, hein. Si t'es pas un minimum complet, tu t'as aucune chance de survivre. Donc c'est que il est complet, il y a pas de problème. Il a un niveau au sol. S'il tombe, c'est pas une tortue. La seule question, c'est contre qui. Et là, on est sur un niveau stratosphérique au sol. Donc c'est même pas besoin de comparer. Il y a pas match au sol. On peut être sûr de ça. Ouais, non, mais ça, on est, c'est même pas sûr. C'est qu'on le sait très bien, on l'a vu, parce que la différence entre Van et Pantoja, c'est que Pantoja, il a été testé contre tout ce qui se fait de mieux dans la KT et tous les styles différents. Vraiment, il a affronté des styles plus que différents les uns des autres. Et il a toujours réussi à sortir son épingle du jeu. Et au sol, on en parlera tout à l'heure, mais la qualité de ses contrôles, la qualité de ses passages, son intelligence, son fight IQ sur les prises de décision, des angles et tout ça, c'est quand même quelque chose côté Pantoja. Et puis sa réussite, beaucoup de réussite, quel que soit le domaine, tu vois. Voilà, on en parlera après, mais bon, en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de voir ça. Moi, je suis quand même très curieux, hein. Alors, je suis tout comme toi. Je pense que il y a un Pantoja qui va donner une leçon de MMA à un combattant qui est assez jeune finalement dans sa En fait, pratique. c'est ce qu'on s'était dit déjà avant même qu'ils annoncent le combat, quand on parlait potentiellement de Van qui montait à la ceinture. On disait qu'on le Mhm. voyait être un prétendant intéressant, mais que c'était trop tôt. Voilà. Maintenant, le fait que il ait nettoyé complètement la KT, ça accélère forcément ce derrière à monter. L'UFC met un coup de boost, mais pour moi, c'est trop tôt. Bah, j'ai peur un peu, hein. Bon, là c'est un peu un débat de fin de podcast enfin de fin d'analyse, mais j'ai peur aussi que l'UFC crame des prétendants plus, tu vois, assez rapidement à cause de ça, à cause du fait de ne pas vouloir faire des rematchs et rematchs et re-rematchs, ce que je comprends tout à fait. C'est pour ça que j'aime bien Horiguchi, tu vois, qui débarque dans la KT, où t'as quelqu'un qui peut Hmm. être, tu sais, projeté vers l'avant, mais qui lui, ça sera pas trop tôt, ça sera vraiment son niveau, tu vois. Donc j'aime bien cette opposition là, pour le coup, je la trouve plus intrigante, tu vois, encore que Joshua. Après on dit ça se trouve il va éteindre Pantoja. J'ai quand même du mal à le voir, parce que Pantoja quand même, c'est un excellent boxeur thaï. Il a les C'est armes de la boxe thaï. Euh, on parle d'imposer une distance. Les armes de Pantoja sont très bonnes pour ça. Il est un excellent front kick. Tu vois, enfin, il travaille, quand ça vient coller, il a un excellent, enfin, il travaille bien avec ses genoux. Enfin, niveau des kick, il a pas middle. de Il a problème. des High middle. kick, Oh là middle là. kick, enfin, tout le panel habituel. Il a plus d'allonge. Il utilise très bien sa boxe. Alors, c'est vrai que on prend pas conscience parce qu'il prend quand même des coups, même s'il a un excellent menton. Il a jamais vacillé, mais il prend des frappes aussi. Tu sais, c'est encore une fois, c'est encore un qui veut prendre des frappes quand il veut les prendre. Parce que quand il veut échanger et esquiver dans l'échange, il est capable de le faire. Contre Kaikara France, il s'est pas amusé à prendre des frappes. Hmm. À chaque fois qu'il avançait, il avait toujours cette responsabilité défensive d'esquive, tu sais, dans l'action, dans l'attaque. Donc, quand il faisait ses accélérations. Donc, quand il veut le faire, il est capable de le faire. C'est juste que je pense que Pantoja fait partie de ces combattants qui aiment bien aussi ressortir un peu marqué, tu vois, se dire voilà, j'ai fait un beau combat, j'ai pris des coups. Un peu finalement comme un Max Holloway. Alors attention, comparons ce qui est Bah, comparable, hein. Je parle pas de niveau de boxe, hein. Je parle du fait du moment où, à l'époque, où il acceptait de prendre des coups, et qu'aujourd'hui il les prend plus parce que ouais. parce que voilà, dans cette partie de sa carrière, il veut plus les prendre, quoi. Ouais, je dirais pas qu'il aime ça, mais je dirais que si il sent que il a pas à te respecter en niveau puissance, tu peux envoyer tout, il s'en fout. Voilà. C'est plus ça. Ouais. Il s'en fout parce qu'il sait que derrière lui, il va toucher plus dur. Maintenant, oui, ça rejoint ce que je te disais sur son intelligence et son analyse de ses adversaires. Quand il sait qu'il y a quand même un danger, notamment car à France, il y avait un danger, là, il y a plus de Mhm. respect sur les frappes.
Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, voilà, le choix des armes. En fait, Pantoja, c'est aussi le choix des armes et ce qui va l'amener le plus facilement en fait à son game qui est de aujourd'hui en tout cas sur ses dernières sorties, qui est d'aller chercher le sol. Tu vois, là où il a pu faire peut-être des guerres un peu plus debout par le passé, aujourd'hui, il se prend plus la tête. T'as vraiment l'impression que voilà, il est dans la gestion, il sait que ça fonctionne pour lui d'aller amener ses adversaires au sol. Tu sais, je pense qu'il y a des temporalités. Tu sais, je pense par exemple il y a pas si longtemps une Valentina Shevchenko, tu vois, qui aujourd'hui en fait sait comment gagner ses fights, a son chemin pour gagner ses fights et en fait ne sort pas de son game parce que ça marche. Et Pantoja, c'est un peu la même chose. En ce moment, c'est vraiment le même schéma. T'as des rounds où il va accepter de rester un peu plus debout, mais les trois quarts du temps, il va essayer de t'amener au sol et il va te noyer en eau profonde quand tu seras au sol, quoi. Ouais. Bon, avec plus d'action quand même que Valentina. Parce que Avec comment? Pantoja, plus d'action. Pantoja, Ouais. il y a cette recherche du finish constante quand même. Ah, pas toujours. Ah, Bah, je suis pas ça d'accord. dépend sur qui quand il doit contrôler. Quand alors c'était contre c'était contre Rival, je crois. Mais contre Royval, ouais, parce que Ouais. Royval est très bon au sol. C'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi Royval n'est pas allé au sol contre Joshua Van. Mais tu sentais qu'il était vraiment dans le contrôle au sol, quoi. Oui, oui, mais Rival, c'est vrai qu'il y avait, il y avait un danger au sol. Il y avait un danger de renversement. Enfin, tu sentais qu'il y avait du jeu. Quand il y a une différence de niveau au sol, il recherche le finish. Oui, ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Oui, parce qu'il veut se faciliter la vie. S'il finit le combat plus vite, il va pas se priver. Par contre, il va pas aller trop vite. Tu vois, il va pas te finir au premier round pour te finir au premier round. Non. Il peut prendre le temps. Tu vois, il va pas se cramer. Il y a aussi cette notion de gestion de l'énergie. On sait que Pantoja, c'est quelqu'un qui tire la langue assez vite dans le combat, même s'il fait partie de ces combattants où il tire la langue, mais pourtant il baisse pas de rythme. Tu sais, il a Bah, la bouche ouverte, tu le vois, il a les mains Adricus, sur les hanches, mais c'est ça. Mais le mec, Adricus, il continue deuxième round, d'avancer. tu les vois au début du deuxième round, tu dis, waouh, les mecs, ça y est, sont cuits. Ils vont jamais tenir. Et au cinquième round, ils mettent encore plus de débit qu'au premier. Donc non, Ouais. comme tu l'as dit, il y a la gestion et l'expérience. Là, ça fait combien de combats en 5 rounds qu'il fait? Ça fait énormément de combats. Donc les 5 rounds, il les gère à la perfection, Pantoja. Écoute, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est sa cinquième défense de titre là. Cinquième Attends, je vais te défense, dire mais même ça. avant ça, il avait fait des main events, je pense. Ah, peut-être pas. Oui, 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 oui. Non, mais déjà, si on prend, ne serait-ce que, tu sais, déjà les défenses de titre, ouais, il a pris le titre, il a fait une, deux, trois, quatre, et ça va être sa cinquième défense de titre, effectivement, là. Donc, il avait pris le titre à Moreno, et À la sinon, décision. C'était à la décision. sur 5 rounds, effectivement. Voilà. Après, Sur Herseg, 5 ça va à rounds. la décision. Donc tu vois, il en a mangé des Non, 5 non, rounds. non, Royval, 5 rounds, Steve Herseg 5 rounds, et après les deux derniers, bah, round 2, round 3. J'ai l'impression, tu sais, que même il monte encore en puissance, j'ai l'impression, et qu'il est encore plus efficace, bah, depuis qu'il a ce jeu en fait où il t'amène au sol, hein. En fait, finalement, j'ai l'impression que tu sais, jusqu'à Herseg, il était plus à vouloir échanger. Bon, Royval, c'est encore autre chose. Non, il a amené au sol, Royval. Non, je dis une bêtise. Non, Je dis une bêtise. il y a quand même pas mal de sol avec. Mais je me rappelle, Herseg, même s'il n'a pas confirmé derrière, quand on avait fait l'analyse, stylistiquement, c'était un mec très chiant pour Pantoja. Et ça Oui, s'est vu dans le combat. Donc faut pas forcément se fier au classement et ce qu'a fait Herseg après, parce que c'est pas révélateur de l'opposition qu'il y avait eu entre eux. C'était un match très très intéressant à regarder celui-là. ouais. Je suis en train de regarder un petit peu là son palmarès. Effectivement, le dernier contre qui il a perdu, c'est Askar Askarov. Euh, Ça remonte à quand qu'il ça? a- C'était en 2020. En 2020, c'était une décision sur 3 rounds. En fait, j'ai l'impression qu'en plus les décisions qu'il a perdues, c'était vraiment sur 3 rounds, parce que même Figueiredo, c'était sur 3 rounds. Dustin Ortiz sur 3 rounds. Donc, tu sais, un peu genre, il me faut du temps pour me mettre dans mon combat, tu vois. Tu sais, Hmm. limite combattre sur 3 rounds, ça m'intéresse pas. Bon, après, il y a eu des décisions, et je dis ça, il a fait une décision contre Manel Cap sur 3 rounds. Tac, tac. Mais bon, tu vois le niveau d'adversité. Regarde, je regarde les classements. Brandon Royval, la première fois qu'il affronte, il est classé 7. Après, Alex Perez classé 4. Moreno classé 1. Royval classé 4. Hersek classé 10. Bon, Hersek, voilà. Et Keikara France classé 8.
Asakura non ranké, mais il venait d'une autre organisation, il était champion, double champion en plus de l'organisation. Bon, il a affronté quand même du lourd. Il a affronté du lourd. En termes de lutte, pour justement pour Pantoja, ce que j'aime avec lui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le côté chain wrestling, tu sais, où il va venir te chercher et avoir une efficacité. C'est marrant, tu parlais de Dricus tout à l'heure. Tu sais, on en parlait justement avec lui aussi, où le mec, quand il te pose la main dessus, en fait, peu importe ce qu'il fait, tu vas tomber. Même s'il y a un truc où tu te dis, oh, il s'est foiré, non, il va arriver à le récupérer. Ce qu'il y a de plus marquant d'ailleurs, c'est quand il essaie d'aller chercher le dos, qui vient, qu'il essaie de te tirer au niveau des hanches pour t'asseoir, qu'il est très très bas sur le dos, c'est-à-dire que sa ligne de hanche, elle est vraiment très basse par rapport à la ligne de hanche de l'adversaire, et qu'il arrive à grappiller avec ses jambes, avec ses pieds, et remonter petit à petit, centimètre par centimètre, pour venir mettre le triangle. Un truc où si toi tu fais ça, le mec il a sorti ses hanches, il est sorti, lui il arrive à t'amener petit à petit dans sa prise de dos. C'est quand même très impressionnant, ce calme. Parce que quand il amène au sol, il y a de toute façon, il est calme. C'est le poker face. Son visage, il change pas de la première à la dernière seconde. Son regard. Même quand il prend une frappe, au ralenti, tu sais, il y a même pas un truc, tu sais, normalement, quand tu regardes au ralenti, tu sais, tu sens, tu sais, des fois, t'as des mouvements Y a des rien. rejets de la frappe ou ce genre de choses. Lui, Y il a a jamais rien rien. du tout. Tu sens C'est que le fou. mec, il est, carré, quoi. C'est du A à Z. Imperturbable. Ah, c'est stressant même, je pense, quand tu fights un mec comme ça. Mm. Ouais, je suis d'accord. Ce Aucune qui fait que, expression. bah, il a beaucoup de voies pour t'amener, soit il t'amène directement en te ceinturant et puis en t'amenant petit à petit sur des déséquilibres, soit il peut te tracter la jambe, te faucher et t'amener au sol, soit il passe dans ton dos, il va venir entourer ta jambe, faire extérieur intérieur pour ensuite t'absorber ou monter dans ton dos ou voilà. Il sait tout faire. Il peut descendre à la ligne de hanche, tu sais, l'épaule à la ligne de hanche, rester patient, attendre le mouvement de l'adversaire pour venir ensuite amener. Il travaille beaucoup sur j'ai l'impression aussi sur la réaction de l'adversaire. Tu sais, il donne une réaction à l'adversaire et lui en profite pour ensuite choisir son chemin d'amener au sol. C'est pas quelqu'un qui va forcément qui va shooter de loin, mais par contre en fait, il va plutôt te poser la main dessus. Et quand il te pose la main dessus, c'est une censure. Et que ça soit en lutte, ou que ça soit au sol. Ouais. Non, non, franchement, c'est ce qui se fait le mieux actuellement dans ce compartiment de combat pour moi. C'est magnifique. En fait, en plus, la transition lutte-sol. Tu vois, on parle souvent de Mm. lutte où tu vas amener le mec, mais derrière, t'as pas forcément un bon contrôle. Lui, peu importe ce qui va se passer à l'atterrissage, il va réussir à te conserver et à enchaîner derrière sur quelque chose d'intéressant. Oui, oui, oui. Et c'est pareil, comme un peu comme un Merab, si tu te relèves, tu vois, il va pas forcément essayer de te maintenir tout le temps au sol. Il y a des fois, il va te laisser te relever, mais pour mieux t'amener différemment ou pour mieux revenir en boxe et puis revenir plus tard. Tu sais, il va Hum. jamais s'acharner sur quelque chose. Il va transitionner, tu vois, d'une position à une autre. Il va prendre le dos. Tu vas réussir à sortir un petit peu. Il va prendre la monte. De là, il va revenir sur le dos. Enfin, tu sais, il y a vraiment ce truc. Bon, en général, quand il est dans ton dos, c'est quand même dur d'en sortir. Ouais, On c'est a vu compliqué. Bah, tu sais, c'est sa force, quoi. te laisse potentiellement te relever quand il sent que tu arrives à te relever parce que il y a aucune crainte debout. Jusqu'à présent, Mm. il fait jeu égal, voire même il domine tout le monde debout, donc il n'y a pas de souci. Et Merab, dans le sens contraire, lui, il te laisse relever parce qu'il sait qu'il va te ramener dans tous les cas. Oui. Donc il s'en fout de pourquoi gaspiller de l'énergie à te maintenir alors que tu vas retomber d'un côté pour Merab et de l'autre côté, même si ça repart debout, je te domine aussi. Donc Mm. Je suis d'accord. Ce que j'aime, si on fait une opposition entre Joshua Van et Pantoja, c'est que les armes que met en place Joshua Van pour lutter contre le clinch, la lutte de l'adversaire, et pour pouvoir se relever, en fait, finalement, c'est des choses qui ne sont pas faites, les erreurs qui ne sont pas faites. Bah, si on peut pas appeler ça des erreurs, mais dans le style, c'est pas le style de Pantoja. C'est-à-dire que le clinch haut qui lui permet d'envoyer ses crochets au corps et remonter à la tête, c'est pas fait par Pantoja qui vient contrôler au niveau de la ligne de hanche. Le l'underhook, l'over-under ou le double-under ou ce genre de choses qu'il met en place pour sortir en lutte quand il est collé à la cage,
finalement c'est quelque chose d'habituel. Donc c'est pas quelque chose qui va surprendre foncièrement Pantoja. Après c'est dans le rapport de force. Peut-être que que Van développe une force Ah, il m'a l'air insoupçonnée, quand même, insoupçonnable. il m'a l'air très puissant, hein, Pantoja, hein, sur ses grippes. Bah Chaud, c'est comme tu ça. l'as dit, quand il te pose la main dessus, c'est compliqué, hein. C'est vraiment une sangsue. C'est une C'est sangsue ça. et en plus, en fait, le truc c'est que c'est tellement son jeu qu'il a une réponse à toutes les sorties potentielles que tu peux faire. Comme il doit Hmm. faire que ça à l'entraînement, en fait, à chaque réaction que tu fais, il trouve une. De toute façon, on le sait, son chemin c'est le dos. Euh, à la manière d'un Demian Maia à l'époque, c'est leur jeu. C'est-à-dire, quoi que tu vas proposer, ils finiront par passer dans le dos parce que toutes les réponses, ils les ont déjà vécues. Ils ont une réponse. Mhm. Je suis d'accord. Et sur le fait que Joshua Van a une faculté à se relever en poussant la tête et en remontant, en fait finalement pour ça faut shooter à l'ouvert. Et Joshua et Pantoja ne shoot que très rarement à l'ouvert, tu vois. Donc là-dessus aussi, et bah une fois quand le mec il est déjà sur toi et qu'il y a pas une dynamique, finalement parce que la dernière fois, enfin quand sur le peu d'amener au sol, après j'ai pas regardé tous ses combats, hein, mais que j'ai vu, en fait il se laisse aller plus loin pour créer de la distance et ensuite repousser. Mais ici il y a pas de distance, c'est compliqué d'aller chercher l'espace pour repousser, pour se relever. Donc effectivement, je suis d'accord. Après, même s'il arrive à le faire chuter de face, Pantoja, c'est un maître dans le contrôle des lignes. Ligne de hanche, ligne d'épaule, on le répétera jamais assez, c'est les deux lignes qui comptent. Et là encore, il prend le temps, au point Ça, même que l'arbitre, des fois, lui demande de développer et de continuer à travailler, parce qu'il va pas mettre forcément des frappes, il à est proprement dit. ultra Par contre, c'est patient. pas un mec qui va mettre du gros grand and pound, mais il va être dans ta demi-garde, il va contrôler ta ligne de hanche, ensuite il va grappiller de l'espace, il va Tes commencer à épaules, sortir son genou, il va venir pour sortir d'un côté, pour ressauter de l'autre, c'est-à-dire il va t'amener, par exemple, pour faire un knee cut en ayant contrôlé la ligne d'épaule. Donc knee cut, c'est quand tu sors ton genou et que tu viens essayer de le glisser vers l'intérieur pour pour passer en sortir latéral. ensuite en position latérale. Et ici, il sent que tu bloques ou qu'il y a un espace, boum, il va sauter par-dessus et il va venir prendre la montre directement ou il va passer de l'autre côté. Euh, il y a vraiment un niveau de contrôle qui est très impressionnant. Vraiment un gros niveau de contrôle et c'est vraiment un boa. C'est étape par étape. C'est vraiment très fort de la demi-garde. Il est très dur à renverser. C'est ce que j'ai noté, tu vois, très compact. C'est Tu vois, et voilà, je disais, j'ai noté. Il prend le temps, il cherche son passage avec les différents angles. Il peut chercher la quarter. Donc la quarter, c'est quand tu es en position montée avec le pied pris. C'est-à-dire quand tu viens avec ton genou, en fait, l'orienter pour passer à cheval sur ton adversaire. Et quand tu le suis, il va passer par-dessus la jambe pour arriver en position latérale. Ça aussi, il le fait beaucoup. Tu sais, il met la quarter. Dès que tu commences à le suivre, hop, il renvoie sa jambe comme s'il sautait d'une mobilette, tu sais, pour repasser en latéral. Puis il reprend la montée directement dans la foulée pour ensuite faire en sorte de te faire réagir pour récupérer le dos. Et une fois Non, que mais c'est au dos, voilà. toutes ces transitions au sol, elles sont folles. Et tu vois, Ouais. on n'a pas de réponse sur Van, en fait, par rapport à la réaction qu'il pourrait avoir sur ce profil-là. Parce que les mecs qui l'ont fait tomber, et ils ont pas réussi à le maintenir. Ils ont pas réussi à le maintenir parce que je pense que, tu sais, c'est le genre de mec où tu veux pas forcément boxer avec lui. En tout cas, ses adversaires jusqu'à présent voulaient pas boxer avec lui. Donc, à partir du moment où il tombe, tu veux te précipiter forcément pour essayer de faire quelque chose au sol. Sauf que c'est pas la solution. Faut prendre son temps. Il a jamais eu ça, en fait. Un mec qui prend vraiment son temps, patient, étape par étape. Et c'est ce qu'il va rencontrer là. Quelqu'un de structuré, en fait. Ouais. Et moi, je me pose une question aussi, une autre question. J'ai hâte d'avoir cette réponse là ce week-end. C'est que en général, Joshua Van, c'est quelqu'un qui met la pression à ses adversaires, qui avance. En fait, il avance, il met la pression, il fait juste un petit retrait et puis il avance, et puis une petite esquive, il avance. En fait, pourquoi il gagne toujours du terrain? Tu sais, dans manifestation, tu fais un pas en avant, trois pas en arrière. C'est la politique du gouvernement. Et ben là, en fait, c'est trois pas en avant, un demi-pas en arrière, trois pas en avant. C'est la politique de Joshua Van. Tu vois, c'est un peu ça. C'est-à-dire, il avance sur toi, tu viens, t'essaies de le contrer ou de le faire reculer, il va juste faire un petit retrait, puis il va revenir, et puis un petit retrait, et puis il va revenir. En fait, ce qui fait que il t'étouffe à chaque fois. Tu sais, il te Mhm. suit, il t'étouffe, et il met en place son jeu, parce qu'en plus de ça, pendant qu'il fait ça, tu vas prendre des jabs,
tu vas prendre des bras arrière crochet bras avant, tu vas prendre, enfin tu vois, tu vas prendre ce que t'as à prendre, tu vois, tu vas essayer de le contrer avec un jab, il va chasser ton jab, il va rentrer avec le sien, tu vas être sous les frappes, en fait, il va t'accumuler de frappes au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il y ait un bras arrière qui vienne et qui te sonne, parce que c'est surtout le bras arrière chez lui qui sonne, hein, pour le coup, pour Joshua Van, mais avec Pantoja, j'ai l'impression quand même que il fait partie de ces combattants à aura. On en a parlé tout à l'heure. Hein, c'est son regard, sa froideur. C'est quoi son surnom déjà, Pantoja C'est Oh, le je sais plus. ah son Cannibal, un surnom truc il comme est ça, non? Cannibal. C'est Cannibal son surnom. Ouais, c'est ça, hein, ouais. Exactement. Tiens, putain, MMA quiz. Euh, D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais t'as Winamax qui a fait un MMA quiz et puis t'as un autre média aussi qui a fait un MMA quiz. Ça me rappelle. Enfin, c'est juste une petite parenthèse. Je l'ai vu. Dédicace à MMA Story France, Quand étaient les à premiers. Sandrine et c'est ça. Et au MMA quiz, le premier MMA quiz c'était sur MMA Story France. Et on est toujours champion en titre, les amis. Donc voilà, hein, ça se fait plus, mais on est resté champion en titre. D'ailleurs, vous pourrez retrouver ça sur YouTube, sur MMA Story France. C'était très drôle, c'était des grandes expériences à vivre. Et dans les questions, il y avait des questions justement sur les surnoms des combattants. Ce cannibale, je trouve qu'il porte très très bien son surnom. Et ça participe, tu sais, à cette aura qu'il a, qui fait que derrière, bah, tu sais, on va voir si, en fait, si Joshua Van, il aura cette fougue, tu sais, de la jeunesse, ce sang-froid, cette lucidité pour garder cette pression qu'il met aux autres, qu'il a mis aux autres, face à un Pantoja qui lui en fait t'apporte tellement un risque important dans la cage que derrière il faut avoir une sacrée expérience Bah, ou une sacrée paire de cojones pour continuer à avancer dessus sans crainte, on va dire. je pense que la stratégie, en tout cas, quand il va rentrer dans la cage, il y aura cette volonté d'avancer. Parce que si tu recules contre Pantoja, c'est cuit. Il va vouloir avancer sur lui. Le truc, c'est ce qu'il va pouvoir. C'est Mhm. juste ça. Donc, oui, il va vouloir avancer. Je pense qu'il va commencer même par avancer. Mais si Pantoja décide de ne pas reculer, parce qu'il peut, Pantoja, il peut rentrer à la bagarre, hein. Il peut rentrer à la Mhm. bagarre sans problème, esquiver dans l'échange avec les bons mouvements de tête, il roule avec les frappes, etc. Euh, moi, je vois pas Pantoja reculer. Franchement, s'il y en a un des deux que je vois reculer, c'est plus Van. Bah j'en ai bien peur, et Pas surtout quand il va se forcément, prendre deux trois premiers takedowns, pas tu sais. forcément tout de suite. Pas forcément tout de suite. Je pense qu'il va essayer peut-être de créer de la bagarre dans les premiers rounds. Mais justement, comme tu le dis, quand il va commencer à se faire amener, s'il arrive à survivre aux premières amenées, et s'il prend des coups en plus debout, c'est lui qui va reculer. Parce qu'il voudra pas revivre ça. Bah c'est ça, c'est ce que je me dis. Tu vois, j'ai noté ma curiosité. Est-ce que Joshua Van va mettre énormément de pression ou est-ce qu'il va être plus prudent? Tu vois, en fait, c'est vraiment, est-ce que Pantoja va lui apprendre la prudence? Tu vois, lui imposer cette prudence? C'est ça la question. Parce que c'est pareil, tu vois, boxe anglaise, Joshua Van, jambes disponibles, low kick sous-exploité par ses adversaires. Tu vois, je Et ne comprends Pantoja, pas il y a des pourquoi. très bons low kicks. Bah c'est ça. Et puis solide, tu vois, parce qu'on sait que Pantoja quand il cogne, il envoie tout dans ses frappes. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il fatigue très vite, enfin d'apparence. C'est parce que il envoie dans ses frappes. Il y a pas de, c'est pas de la frappe, tu sais, C'est où pas pour on scorer gère. à la touche. C'est ça, tu sais, où il y en a qui vont gérer, envoyer des petites frappes et puis d'un coup envoyer une grosse frappe. Non, lui, il envoie des grosses frappes. Quoi qu'il arrive, il envoie des grosses frappes. Donc au bout d'un moment, ça marque aussi. Tu sais, quand tu commences à prendre une, deux, trois low kick, tu vois, Mais tu calf, prends hein. un jab Juste, low kick. franchement, il prend 3-4 calfs. Déjà, c'est bien plus compliqué de boxer derrière, hein. Bah c'est ça. Et puis derrière, en plus de ça, dès que tu te relâches un peu, tu te fais amener au sol. Moi, je suis curieux de savoir parce que tu sais, ça va être le premier 5 rounds de Joshua Van. Déjà, il y a deux éléments. Moi, c'est premier 5 rounds parce que même contre Brandon Royval, tu vois, s'ils avaient vraiment voulu faire une vraie demi-finale, pourquoi ils l'ont pas fait en 5 rounds ce combat? Je comprends pas. Déjà pour commencer, je pense qu'ils ont voulu s'assurer aussi la victoire Bah, de en Van fait, parce que pour moi, hein, je pense que Royval, on sait qu'il va au bout des 5 rounds, tu sais. c'est ça. Je pense qu'il voulait absolument pas d'un Royval contre Pantoja, encore une fois. Et que si c'était en 5 rounds, il y avait plus de chances de voir Royval l'emporter, donc ils n'ont pas pris ce risque. Et Alors que dans les faits, bon, s'il faisait en 5 rounds, c'était officiellement une demi-finale.
tu vois. Donc si C'est Royval ça. gagnait, il avait son title shot. Dans les faits, on a vu que même si ça s'était passé en 5 rounds, je pense que même peut-être que Joshua Van l'aurait éteint avant la fin, tu vois. Mais quand tu regardes ces deux dernières victoires, que ça soit contre Silva ou que ça soit contre justement Royval, eh ben c'est des décisions. Il va à la décision, c'est-à-dire qu'on se rend compte que plus il avance vers le top entre guillemets, et moins il arrive à finaliser ses adversaires. Ça c'est quelque chose qu'on constate aussi régulièrement justement à l'UFC, où des mecs qui étaient des aficionados du KO ou du finish, plus on avance, plus on se rapproche du top 5 et plus on se rapproche de la ceinture, et moins les finishes sont là. Tu vois, Mm. c'est rare d'avoir justement, c'est ce qu'on mettait en lumière et en valeur avec un BSD, c'est que pour l'instant, il avance niveau étape et continue à finaliser ses adversaires. Tu vois, en tout cas, quand il gagne avec des finalisations, tu vois. Donc, euh, donc là, pour le coup, moi, en tout cas, si je fais juste, allez, ça n'a de valeur que l'analyse qu'on en fait, qui est là. Hein. Mais pour l'instant, en tout cas, les deux derniers fights qu'il a fait, donc avec un Bruno Silva qui était classé. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Au Parce que moment du combat. depuis que j'ai découvert, tu sais, en fait, tu sais, c'est con, mais j'étais pas sur Tapologie, j'étais sur Sherdog. Le fait que Sherdog, le site est craché et que je me sois mis sur Tapologie, et bah, je te jure que ça change la vie parce que quand tu prends tes petites habitudes sur Tapologie, bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, Au c'est moment du mieux. combat, il était classé 11, tu vois. Donc, c'était fin de top 15 quand même. Il était pas si haut que ça. Et Royval, classé 2. Donc pour le coup, voilà, quand il est rentré dans le top, en fait, il est passé d'un top 40 à un top 11 à un top 2. Moi, tu me Ouais. diras Bon, même en top tout 4. cas, Non, je te dis une il a connerie quand parce même. que non, écoute, je te dis une connerie parce qu'en fait, non, ça, c'est faux. Ce que je te dis, parce qu'en fait, il fait deux décisions avant. Top 12 décision, KO contre Silva et Royval, décision. Non, ça, non, bon, en fait, non, laisse tomber. J'ai rien dit. Tout ça pour rien. Ouais. Bon, en tout cas, il a quand même confirmé. Hein. On le voit hein, quand on te fait faire un gros step comme ça. C'est pas tout le monde qui arrive à confirmer. Lui, il a réussi à confirmer. Donc, ce qui montre quand même ses qualités de fighter. En même temps, il a combattu en 2 ans, 3, 4, 5, 6 fois. Dont Donc, ouais. 1, 2, 3, 4 fois. Ça va être sa 5e fois en 2025. 5e combat en 2025. Ça joue aussi beaucoup. Hein. 5 5e combats en combat en 2025. 2025. Ben oui. Il a fait mars 2025 Rei Tsuruya. Il a fait juin 2025, le 7 juin, je vais préciser la date précise parce que ça a son importance. Bruno Silva. 28 juin, il fait Royval. Souviens-toi, c'était 3 semaines après. Et C'est là, vrai, donc, 6 ça. décembre, il fait Pantoja. C'est vrai. Donc, ça joue aussi, hein, d'enchaîner les camps comme ça. Donc, il a fait Bon, même si là, mars, il y a eu un peu de temps, tu vois. juin. Il y a juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça va, enfin, novembre, on va dire. Et on est début décembre. Donc, ça fait 5 mois entre les deux. Bon, ça passe. Ça passe. Il y a quand même eu du temps, tu sais, pour se préparer. Mais il a quand même enchaîné camp sur camp. Bah, il a été en camp toute l'année, quoi. Il était en camp toute l'année et Il a quand tu été en regardes camp avant toute l'année, ça, ce qui veut dire que potentiellement, c'est plus ou moins la même version qu'on verra. On sait que c'est hors camp que tu progresses sur les choses que tu dois progresser. En fait, le camp te sert à affûter et à aiguiser les armes que tu as actuellement. Donc, je pense pas qu'on aura un Joshua Van transformé ce qu'on a vu sur les combats précédents. ouais, je suis d'accord. Oui, mais ça, de toute façon, je pense pas qu'on aurait eu, quoi qu'il arrive, un Joshua Van transformé, puisque tant que ça fonctionne, tant que tu passes les étapes, il n'y a pas de raison de changer, tu vois. Les deux portes qui s'est prises, la première c'était en 2021, soumission, donc il venait de commencer, hein. C'était son troisième combat, donc bon, ça compte pas. Après, si tu continues à y aller, à gagner, ça pose pas de problème. Et après, c'est contre Charles Johnson, à l'UFC, où il se fait mettre KO au round 3, en 20 secondes du troisième round. Mais tu vois, je pense qu'ils avaient, en fait, quand tu regardes, je pense qu'ils avaient voulu le faire monter déjà très vite. Parce qu'en 2024, il affronte, tu vois, tu sais, Charles Johnson, il est classé 18. Et après, ils l'ont fait redescendre, classé 30.
Tu vois, ils ont fait un step en dessous. Je pense qu'ils ont parié sur Joshua Van depuis un moment déjà. Quand tu regardes ça, Hmm. quand tu suis les classements et tout ça. Bon bref. Bon parce qu'on change de, on dévie. Mais en tout cas ouais, dans ces là pour le coup c'est vraiment le plus gros le plus gros step qu'il va faire. Et et j'ai peur comme je l'ai dit tout à l'heure que vraiment ça soit quelqu'un qui lui donne une leçon de MMA pour le coup. Ouais, je suis d'accord. C'est la vision que j'ai, que je me fais du combat en tout Ouais. Parce que qu'est-ce qui va se passer s'il se fait amener au sol et qu'il doit lutter pour se relever systématiquement et tout ça? Comment ça se passe niveau cardio-musculaire? Tu vois, sur 5 rounds? cas. Bah, ça on peut pas le savoir. Ça on peut pas le Ouais. savoir. Peut-être que ça va être très bien géré. En plus, il est très jeune, donc peut-être que ça sera très bien géré, mais peut-être qu'il va être cramé au bout de 2 rounds, quoi. Peut-être qu'il va être cramé au bout de 2 rounds. En tout cas, il a commencé sa carrière pro en 2021. Il a commencé le MMA en 2020. Ça fait 5 ans qu'il fait du MMA. Après, il a enchaîné, hein. Ça, une chose est sûre, c'est que par contre, tu sais, quand on dit il a fait des camps toute l'année, c'est pas la première fois qu'il le fait. Hein. 2021, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 combats en 2021. 2022, il en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 2022. 1, 2, 3 en 2023. 1, 2, 3, 4 en 2024. Le mec, il fait 3 en 2023, 4 en 2024. Et là, ça va faire 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 en 2025 pour l'instant. Parce que Bruno Silva, le premier, il était annulé. Donc ouais, non, c'est un habitué. Je pense pas que ça, par contre, ça, je pense pas que ça va le desservir. Tu sais, c'est un peu comme, voilà, on parlait de BSD tout à l'heure. C'est pareil, tu vois, c'est quelqu'un qui a l'habitude de combattre autant. Je pense qu'il sait gérer son effort pour sur l'année. Il est encore jeune. Il a quel âge celui-là? 26 Il ans, je est, crois. il a 24 ans. Il est jeune. 24. Il peut Ah encore, ouais. ouais, 24 ans. Tu vois. Donc là-dessus, il était encore en pleine fleur de l'âge. Là-dessus, il y a pas de souci. D'ailleurs, c'est ça aussi hein, en termes d'expérience. Pantoja, c'est quel âge? C'est 35 ans. Il y a 11 ans d'écart entre les deux. C'est ouf. S'il le bat, c'est une vraie passation de pouvoir quand même. C'est deux airs qui Ouais. s'inversent. Parce que par contre, si Joshua Van passe Pantoja derrière, bah écoute, je pense qu'il envoie un vrai message. Et pour l'instant, je vois pas qu'il bat. Ouais, Si, peut-être il y a un petit japonais qui peut s'en voilà, charger potentiellement. ouais. À part Horiguchi, effectivement, sinon je vois pas qu'il le bat. Ah, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant. Bon, faut-il le battre hein, déjà hein. Faut-il le battre après, la question, c'est qu'est-ce qui se Ouais. passera après pour Pantoja s'il le bat. Parce que t'as vu que il a dit qu'il ne montrait pas face à Merab. Que s'il doit affronter Merab, ça sera si Merab descend. Il dit ça, il est très Il a intelligent. raison. Tu sais, Mais il a parce que, raison. tu sais, on parle de l'intelligence du fight IQ de Pantoja, mais dans la gestion de carrière, dans son fight IQ, il y a aussi l'analyse de ses futurs adversaires potentiels. Il a dit si Sean O'Malley reprend la ceinture, ce qui n'arrivera pas, il monte. Sinon, faut que Merab descende. Je vais pas monter face à un Merab dans la caté du dessus, ça sert à rien. Il a conscience que c'est perdu d'avance. Tu sais, Bah il y a oui. pas longtemps, il y a une Wei Lizang qui est montée et on a dit, et j'avais dit quoi? J'avais dit, moi, je suis son coach. Je lui dis tout de suite, écoute, c'est pas le bon moment. Attends un peu. Parce que tu peux pas passer ce step, faut être honnête, des fois. Tu peux faire un pari, mais c'est compliqué. Lui, il a conscience du truc de lui-même, de se dire ouais non, c'est mort. J'aurais pas la caisse pour la puissance pour rivaliser avec lui, c'est pas possible. Non, non, il a raison. Non, non, la suite pour Pantoja, s'il passe Joshua Van, c'est Horiguchi. Hein. Même lui a validé le Oui, fait qu'il allait pousser dans ce sens-là pour avoir ce fight. Donc je pense que potentiellement, il y aura même pas d'autres fights entre-temps d'Horiguchi, ça va monter direct à la ceinture. c'est possible, c'est possible.
Euh, les à côté, on les a presque tous dit déjà dans l'analyse. T'en vois des à côté, toi, particuliers? À part le fait que Joshua Van soit récent dans la discipline, qu'il ait jamais fait de 5 rounds et que ça va être le combattant le plus complet et le plus fort qu'il va affronter dans sa carrière. Non. Non, non, il y a pas d'à côté parce que les deux, de toute façon, ça reste des mecs assez discrets, donc finalement, il y a pas trop de trucs qui sortent sur eux avant les fights, hein. Non, c'est vrai. Pronostic. Et ben, de toute façon, ça va dans le sens de toute l'analyse qu'on a fait, hein. Si je vous dis Joshua Van par KO, c'est un peu bizarre. Donc je vais vous dire, Ouais, mais tu devrais, tu prends tout le monde à contre-pied, on est bien, on fait des vues. je vois Pantoja, par soumission. Pour moi, il va le soumettre. Et il va le soumettre dans le troisième round. Je dirais troisième round pour moi, on est sur du 80-20 en pourcentage. Ouais, et si jamais Van, donc dans le 20, tu prends quoi? Bon, ça ne pas la décision. S'il gagne, ça sera pas un KO, mais j'y crois vraiment pas. Franchement, je mets un pourcentage pour mettre un pourcentage. Ah, écoute, moi j'ai mis un pourcentage aussi. Bon, j'ai mis 70-30. J'aurais mis 80-20, c'était pareil, mais bon, j'ai mis 70-30, histoire de qu'il y ait encore un peu de suspense, parce qu'on a beaucoup tu sais, par contre, on a parlé du fait qu'il soit assez frais dans le MMA, mais c'est pareil, c'est qu'aussi on n'a pas beaucoup d'éléments sur lui non plus, tu vois. Peut-être qu'il peut nous surprendre. On sait jamais. Donc 70-30, j'ai mis moi. Je vois par contre, ouais, soumission aussi de Pantoja, mais je la vois plus rapide, hein. Fin de R1, R2, tu vois, vraiment, c'est un peu à la Kaikara France, quoi. Bon, même si c'était le round 3, mais je pense qu'il peut même peut-être se permettre de le finir plus vite s'il en Moi, a envie. je vois le même cheminement. Je pense que ça va boxer un peu quand même. Peut-être, peut-être. Mais en tout cas, voilà, bon, en tout cas, voilà, dans les 3 premiers rounds, effectivement, la soumission. Mais si vraiment il veut faire tu sais, marquer les esprits, il faut qu'il le soumette rapide. Enfin, il le fera pas. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui va se précipiter pour le faire. Et ça viendra quand ça viendra. C'est justement parce qu'il cherche pas la soumission à outrance qu'il arrive à la placer. Mais, euh, mais bon, je me dis, histoire de marquer les esprits, il prend le petit jeune qui débarque et puis il le finalise. Tu vois, ça, c'est assez rapidement, c'est possible. Par contre, moi, si jamais Van s'impose, le chemin que je vois le plus, ça serait une décision. Parce que j'ai du mal à voir un Pantoja tomber, pour le coup, comme toi. Pour l'instant, après, on sait jamais, hein, un menton a une date de limite, une date de, comment dire, une date de péremption, et si son menton, sa date de péremption, c'est là le 6 décembre, bah ça sera là le 6 décembre. Tu vois, c'est comme ça on peut pas le savoir à l'avance. Mais jusqu'à maintenant, en tout cas, il a jamais été ébranlé sur une frappe. Ne serait-ce qu'un knockdown. Il a jamais reçu de knockdown. Maintenant, s'il y a Joshua Van, le truc dont je parlais tout à l'heure, s'il y a vraiment quelque chose en lui qui fait que bah t'as du mal à imposer ton jeu parce que trop fort sur les contres, parce que tu sais une boxe anglaise qui te noie et qui fait en sorte que tu ne puisses pas imposer ton jeu, tu vois, par rapport à lui, même si j'ai du mal à le croire parce que contre Royval, il a eu des moments down, tu vois, où justement lui aussi a fait l'ascenseur, puis il est déjà tombé KO une fois, hein. Mais bon, je me dis voilà, pourquoi pas aller chercher une décision, tu sais, laborieuse, hein, où ça serait une guerre, hein, où En les deux fait, rentreraient à la guerre et il irait chercher la décision. c'est ça, tu vois. Le truc que je me dis, c'est que ça pourrait aller à la décision si Pantoja, par exemple, voilà, il cherche à l'amener au sol, il n'y arrive pas. Et du coup, il sécurise le truc en se disant, je veux pas finir KO, donc tu sais, il rentre pas trop, etc. Là, ça pourrait aller à la décision. Le truc, c'est que Pantoja, est-ce que tu l'imagines lâcher sa ceinture comme ça? Dans tous les Ah non, non, cas, non. ça va être tué ou être tué. Si vraiment il voit qu'il n'arrive pas à imposer son jeu, quitte à perdre, il va donner sa vie, ça va être une guerre. Donc, je vois pas le combat aller au bout si ça rentre vraiment dans une guerre. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et à ce jeu-là, si ça rentre dans la guerre, tu vois qui? Tu vois plus un Pantoja à sortir vainqueur ou un Joshua Van? Bah, ça rééquilibre tout de suite le truc si c'est la guerre, parce que les deux frappent fort, donc automatiquement c'est beaucoup plus dangereux. Bah, ce petit jeu-là, de ce qu'on a vu en tout cas, je mets une pièce sur Pantoja si c'est la guerre.
parce qu'il nous a montré qu'il savait faire la guerre. Là où Van, Ouais. on l'a vu, alors on l'a quand même vu toucher, hein, Joshua Van, il se fait toucher, quoi, il prend un backfist à un moment et il se fait complètement sonner. Et d'ailleurs, il arrive à bien gérer en luttant et à gérer les combats comme ça. Mais, euh, mais ouais, je mets une petite pièce sur Pantoja si c'est la guerre. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Bref, vous l'aurez compris. Normalement, si les planètes ne se désaxent pas, on sait jamais. Si les dieux du MMA ne sont pas facétieux, tu vois, ça c'est une petite dédicace à Jinko d'Autriche. Bah dans ce cas-là, normalement, ça devrait faire un combat, en tout cas en la faveur de Monsieur Pantoja. On enchaîne. On enchaîne Ouais. avec un Français sur la carte qui revient, qui devait combattre à l'UFC Paris, qui finalement n'a pas pu parce qu'il avait perdu sa grand-mère. Donc attends, tu m'énerves parce que j'ai pensé à ton truc de la dernière fois, tu vois, quand tu m'as dit ça, quand je lui ai dit, je te fais juste une dédicace. Je sais pas si tu t'en souviens. La dernière fois que j'ai parlé de ça, Et, tu m'as dit voilà, et j'essaie de garder mon calme et c'est pour ça que j'en parle. On n'en parlera pas sur cette chaîne, mais bon voilà. Faresiam contre Nassim Sadikov. Donc voilà combat retour de Faresiam contre quelqu'un qui sur le papier est un bourbier, mais seulement sur le papier. Parce que quand on fait une analyse, j'ai l'impression ouais. que je vois pas où est le bourbier personnellement. On Moi va aussi. analyser ça. Donc on commence avec le tail of the tape comme d'habitude. Et déjà rien que là, déjà tu vois déjà une nette différence entre les deux. Faresiam, c'est 1m85 pour une allonge de 190,5 cm. C'est 17 victoires, 5 KO, 5 soumissions, 7 décisions et 4 défaites, 3 soumissions, 1 décision. Et Sadikov, c'est 1m78, donc déjà c'est 7 cm de moins, mais c'est surtout 5 cm d'allonge en moins, 15 cm d'allonge en moins, puisque qu'est-ce que je raconte, puisque c'est 175,3 cm, 11 victoires, 8 KO, 2 soumissions, 1 décision et 1 défaite par soumission. Un étranglement arrière, rear naked choke en 2018, et il a un draw. 15 cm d'allonge, duel de striker. Alors duel de C'est striker énorme. pied-point des deux côtés, un gaucher contre un droitier. Ça, voilà, opposition, ok. Mais bon, Sadikov, ça boxe bien. Mais Faresiam, pour moi, c'est un autre niveau. Bah, je suis d'accord. Et je me suis laissé hyper par le truc parce que moi, Sadikov, c'est pas un combattant que j'avais suivi, hein, j'avais vu aucun de ses combats. Donc tout le monde disait ça va être un bourbier, enfin c'est très fort debout, etc. Et puis en faisant l'analyse, je suis plus mesuré, tu vois. Alors c'est fort, hein, Sadikov, y a pas de problème, ça boxe bien, mais je vois en termes de striking en tout cas. Et puis même, je peux le dire, en termes de MMA général, je vois Fares à un autre niveau quand même. Même en MMA général, je vois Fares à un autre niveau quand même. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, dans les trois domaines, c'est Fares qui domine le combat. Hum, je suis d'accord. Sadikov, c'est quoi? Donc on a dit c'est un gaucher. Euh, ce qu'il aime faire, c'est sa faculté, c'est de frapper avec des armes croisées. Enfin, tu sais, en fait, moi, c'est une boxe que j'aime beaucoup. C'est ce que moi j'essaie de mettre en place à chaque fois. Enfin, tu le sais, hein, tu sais, j'aime bien quand il y a une certaine logique, une certaine continuité dans la boxe. C'est ce qu'il fait très bien. C'est-à-dire qu'en fait, il va envoyer, par exemple, un crochet du bras avant pour envoyer sa jambe arrière, pour envoyer un crochet de l'autre bras. En fait, il va passer de la gauche à la droite, à la gauche à la droite, ce qui va lui permettre d'avoir une continuité dans l'action. Ça c'est j'aime beaucoup parce que c'est fluide. Tu sais, c'est pas saccadé. Il y en a qui aiment bien, tu sais, enchaîner avec le même côté, faire deux trois frappes, tu sais, d'un même côté Hum, entre uppercut, crochet. Non, lui il va enchaîner uppercut, crochet, crochet. Il va revenir, mais toujours avec de la gauche à la droite. Il y a cette tu sais, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser au signe de l'infini, tu sais. C'est pour moi à chaque fois c'est cette continuité. Tu passes d'un côté à l'autre, à l'autre, à l'autre, et ce qui fait que si tu le fais bien, tu peux ne jamais t'arrêter entre guillemets. Enfin, après tu vas t'arrêter par un contre, mais dans les faits, tu vois, tu peux boxer comme ça pendant longtemps. Il varie les angles systématiquement. Quand il frappe, quand il prend une frappe, il va la remettre tout de suite. Tu sais, il y a jamais de frappe gratuite chez Sadikov, c'est-à-dire il remise systématiquement. Il a les mains très pas tout hautes. le temps, hein. Pas tout le temps, hein, Sur les parce que combats que j'ai moi, vus, en tout cas. alors moi je trouve qu'il prend quand même d'énormes séquences
dans tous les combats quasiment. Il prend d'énormes séquences justement avec grâce à sa garde haute là. Il a confiance en sa garde haute où il vient mettre les coudes au niveau du visage et tu sais, il joue avec ses coudes. Oui, d'accord. Mais ce qui permet quand même de lui mettre d'énormes séquences de plusieurs frappes où il n'y a pas de réponse. Il va pas contrer dans Ouais. l'échange. Il est concentré sur sa défense et après il va essayer de contrer quand toi t'arrêtes ton enchaînement. Alors oui, voilà, non, je suis d'accord. En fait, s'il décide de se mettre dans sa posture, dans sa garde, ses mains hautes, là, c'est ce que j'ai noté après. Effectivement, là, il va encaisser. Mais en tout cas, si tu lui envoies un kick, il va te remettre un kick. Tu vois, c'est en fait, s'il y a de la distance entre les deux, Ouais, il va prendre une ok. frappe, il va Oui, la oui, remiser. oui. Bah après Par contre, mentalité kickboxing. voilà, s'il décide de remettre, de monter les mains et de venir encaisser pour ensuite revenir à la bagarre, effectivement, il va te laisser faire ton action, puis après derrière, lui, il va faire la sienne. Tu vois, il va te laisser faire ton enchaînement et puis après, il va entamer lui son enchaînement. Mais par contre, s'il prend un kick, il renvoie un kick. Tu vois, c'est vraiment pour le coup, tu l'as dit, mentalité kickboxing, effectivement, c'est à toi à Un moi. coup donné, Ouais, un coup rendu, ouais. t'as raison, t'as raison. Pour le coup, effectivement. Euh, Technique en striking qu'il aime bien, c'est il envoie il a un très bon jab pour le coup, hein, bah comme tout bon boxeur entre guillemets, suivi du cross crochet uppercut. Tu sais, il aime bien encore une fois faire ses enchaînements où il va varier. Et c'est ça qui est fort en fait sur des mecs qui arrivent à mettre des KO, c'est quand tu arrives en fait à varier les angles, à faire tilter le cerveau en fait tout simplement. Euh, il a un très bon low kick intérieur parce que comme il est en garde de gaucher, il envoie sa jambe arrière qui vient frapper l'intérieur de la jambe avant de l'adversaire. Ça fonctionne très bien. Sa jambe gauche en Euh, général. Sa jambe gauche en Comment? général, c'est sa jambe gauche en général qui est très fort parce qu'il a un high kick, il a un très beau high kick. Hein. De toute façon, la plupart de ses finishes partent de là. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, en plus, parce qu'en fait, encore une fois, tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il va envoyer, par exemple, low kick gauche, puis il va envoyer crochet du droit, puis crochet du gauche. Enfin, tu sais, c'est-à-dire que en fait, il y a une continuité pied-point chez lui, en fait. C'est vraiment rarement des coups isolés. Tu sais, dans le Ouais, jeu ouais. de Sadikov. C'est presque, Euh, c'est presque trop académique, je trouve. oui, Donc je pour vois ce que un tu veux mec dire. qui a énormément d'expérience comme Fares en pied-point, je, tu vois, pour faire le distinguo, peut-être que techniquement, ce qu'il propose, c'est moins évolué en termes de striking son précédent adversaire qu'il devait affronter là, Kai Fernandez là. Mais Oui. en termes de danger, ce qu'il apporte, pour moi, c'est bien plus dangereux, notamment dans la gestion de ses calfs. Il amène bien plus de danger que Sadikov. Ouais, je suis d'accord. Ouais, après, le niveau de boxe de son précédent adversaire, c'était quand même un niveau élite aussi. Hein. Enfin, tu sais, les enchaînements, les entrées, la faculté de frapper des deux jambes. Non, je trouve que c'était bien meilleur techniquement. Oui, non, Il y avait c'est plus vrai. de. Mais ce Ah que je ouais. veux dire, c'est que il est pas catalogué. Alors, il le devient maintenant grâce à ses perfs. Mais à la base, il est pas catalogué comme un mec du pied-point. Là où l'adversaire, le Sadikov, c'est un mec du pied-point. Tu vois, et pour Oui, moi, oui, oui. il amène moins de danger que à gérer. En tout cas, c'est plus lisible ce qu'il fait que Caio Fernandez. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais oui, parce que tu l'as dit, c'est plus académique et puis parce que voilà, ne serait-ce qu'au niveau des kicks, tu vois, et c'est surtout sa jambe arrière qui va sortir. Là où de l'autre côté, Fernandez, c'était les deux jambes, quel que soit le niveau, quel que soit le type de frappe, en fait, il était très très complet sur les kicks. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Euh, quand tu quand tu lèves les mains pour te protéger, il a ce truc de venir envoyer en avançant ce crochet au corps Ouais. pour remonter ensuite à la tête. Ça c'est plutôt bien fait parce que tu sais en fait il t'envoie tellement à la tête que tu finis par lever les mains et c'est là où il va rentrer son crochet au corps histoire de t'user un peu. J'ai noté, je sais pas si tu es d'accord avec moi, il a des intentions négatives avec son bras arrière. C'est vraiment quand il envoie le bras arrière, tu sens qu'il l'envoie pour vraiment pour mettre un point final à l'action. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il frappe fort, hein. Ça, pour le coup, c'est un mec, vaut mieux pas les prendre, les frappes. Hein. Il frappe très fort, il peut t'éteindre. Maintenant, la Ouais. différence d'allonge fait que, en fait, j'ai beaucoup de mal à le voir évoluer sur un style comme Fares où, Fares, c'est quelqu'un qui prend pas énormément de risques, hein, qui peut te Mm. toucher sans être touché, se déplacer. Et pour moi, Sadikov, il peut être très vite frustré, en fait.
très Je vite suis d'accord. frustré parce que ses poings ne vont pas toucher. Il lui reste ses jambes. Même ses jambes, on l'a dit, son plus gros danger, c'est le high kick. J'ai beaucoup de mal à le voir mettre un high kick à Fares, franchement. Mhm. Donc ça peut être vite frustrant pour lui. Le danger qu'il amène, c'est justement quand tu restes trop longtemps dans l'échange parce qu'il a cette tendance, comme je te disais, à monter ses mains et à encaisser. Hein. Donc tu te dis, je vais le finir, il y a bien un coup qui va passer et tu te rues sur lui. Et à ce moment-là, il peut placer un contre. Mais si tu restes intelligent et que tu le boxes à distance, il y a vraiment moyen de lui faire mal. Je suis d'accord. Le seul high kick qui pourrait peut-être surprendre, entre guillemets, c'est un truc qu'il fait bien et qu'il a fait à bon Le film, par exemple, c'est ce qu'on question appelle le mark question kick. mark kick, où tu viens feinter le low kick pour remonter en high kick, qui avait complètement, ça a forcé l'arrêt de l'arbitre, hein, de toute façon, parce que ça a sûrement pété le plancher orbital de, euh, de bon film. En tout cas, il était ouvert, en tout cas en dessous, assez fortement. Il Même coupe ça, j'ai fort, hein. du mal à y croire, hein, parce que c'est aussi la façon de bloquer. Tu vois, bon film, on sait qu'il Hum, vient de l'anglaise. Déjà, quand tu vois un kick, même si c'est censé être un low kick, t'as pas les mains en bas. Tu sais, c'est ton c'est tibia ça. qui se lève. Donc, si t'as un style pied-point, logiquement, tu te fais pas. Alors, tu peux toujours te faire surprendre, évidemment. Je vais te donner la caution. Mais parce qu'elle faisait l'erreur aussi systématiquement. Mais Namajunas contre Weili Zhang, tu vois, leur premier combat. Oui, mais parce qu'elle fait cette erreur qui avait été analysée où elle C'est baisse ça, la main sur les low kicks. Ouais. Enfin, c'est c'est même pas elle ça. baisse la main. Mais C'est, tu sais, elle reculait sa jambe, elle se penchait en avant. ouais, enfin un travail, c'était sûrement son travail Sanda, tu vois, qui l'a amené Hum, là-dessus de ses hit kicks, qui a fait baisser les bras aussi, tu vois. Donc voilà, juste pour finir sur sa boxe, parce que c'est important, parce que quand on va faire le comparatif avec l'autre, finalement Faresiam, c'est Sadikov en mieux. Tu sais, on peut résumer ça comme ça. Mais quand il vient en clinch, effectivement, quand ça colle, il va envoyer des séries pareil, hein, corps tête tête en crochet. Et il peut prendre le single collar tie pour envoyer ses coudes. Il l'a fait contre Mota. Donc c'est une arme qu'il a rajouté, hein, parce qu'on sent que c'est pas une arme naturelle, tu sais, tu sens quand c'est quelque chose qui est rajouté parce que tu t'es mis au MMA et que tu t'es dit tiens c'est vrai j'ai le droit au coude, tiens si j'en mettais quelques-uns, et il le fait. Mais Faresiam Attends, juste un c'est truc. ouais vas-y. Sur le striking, c'est sur la défense. Sur la défense où le fait d'avoir les coudes très très hauts, protéger le visage, expose énormément encore. Alors Mhm. ça, y a personne qui a capitalisé dessus parce que tu vois quand même qu'il encaisse bien, il y a pas de souci. De toute façon, si tu décides de sacrifier, parce que c'est un sacrifice, hein, si tu décides de sacrifier ton corps pour protéger ta tête, c'est que tu as confiance dans tes abdos. Visiblement, il a confiance, mais il y a quand même ce trou là qui est exploitable. C'est marrant, ça me fait penser, quand tu t'as sorti ça m'a fait penser, tu sais, je sais pas si tu regardais les zappings avec l'autre, là, le journaliste, Kinf, qui finissait toujours par des citations. Qui Si, mange une noix de coco, fait confiance. fais confiance à son anus. Qui monte les mains en boxe, fait confiance en ses abdos. Non, non, je suis d'accord. Surtout qu'en plus, Faresiam, lui, il s'est exploité, hein, de toute façon, les frappes au corps. On l'a dit, striker d'élite, lui, il est en droitier pour le coup. Mais est-ce que le fait que Sadikov soit en gaucher va le gêner? J'en suis pas persuadé. Non, C'est quelqu'un qui boxe avant de faire du MMA, hein, qui a été boxeur avant de faire du MMA. Technique très variée, un excellent coup d'œil. Il a de très bons coups directs, c'est normal. Il a plus d'allonge, hein. Jab en jaillissant en plus, tu sais, où il va vraiment avancer pour venir percuter avec le jab, soit à la tête, soit au corps. On parlait des coudes tout à l'heure, les armes de la boxe taille. En fait, là où Sadikov il va prendre le single collar tie pour envoyer le coude, Faresiam, il va envoyer les coudes comme il le veut, comme il l'entend. Dès qu'il se rapproche de son adversaire, en plus, on sait que les combattants qui sont longilignes comme ça, ils ont une faculté à utiliser ces armes, coudes et genoux, parce que justement, ils ont c'est la appris à les distance. exploiter parce qu'ils ont une distance, exactement. Donc, quand tu vois, quand il commence à envoyer ses coudes, quand il commence à envoyer ses genoux, comment ça pique, la propreté du coup de genou de Faresiam, quand il vient à peine au contact, que l'adversaire commence à avancer sur lui et que tu vois le genou qui pique au corps, Moi, c'est tu ça hein, sens que que je vois là, le c'est plus. quelque Hein. chose qui a été C'est ça que je vois le plus. Hein. Quand je te dis, quand je vois le trou qu'il y a, c'est vraiment exploitable. Et si t'as des genoux, et Fares a des très bons genoux, donc c'est vraiment quelque chose qui va faire beaucoup de dégâts, je pense. Plus que l'anglaise au corps. ouais. Parce que je pense que quand t'es grand comme ça, si tu viens travailler en anglaise au corps, t'exposes ton visage.
parce que tu dois descendre et tu te mets en danger par rapport à ton adversaire. Là où les genoux, il peut quand même, comme tu as le recul du buste, quand tu envoies ton genou, tu te mets en sécurité, tu conserves ta distance. Donc je pense que c'est plus sur ça qu'il faut exploiter le travail au corps. Non, je suis d'accord, mais quand tu vois le niveau de responsabilité défensive dans l'attaque, c'est bizarre comme phrase, mais vous allez comprendre où je veux en venir, de Faresiam, c'est-à-dire que quand il envoie une frappe, quand il envoie une frappe en direct, sa tête, elle reste jamais dans l'axe, elle est toujours déportée. Tu sais, donc les frappes au corps pour Fares, ça pose pas de problème, dans le sens où si ça c'est des frappes en ligne directe avec son allonge, ça passe, il prendra pas de contre là-dessus. Parce que en plus de ça, tu sais, c'est pas téléphoné, il est là, il travaille à la tête et puis d'un coup boum, il va descendre au corps et en fait, tu vois le mouvement que je viens de faire, bon vous l'aurez pas si vous écoutez en podcast audio, mais tu sais où tu viens tourner l'épaule pour que ta tête vienne sur le côté pour envoyer ton jab au corps, ce qui fait que Hmm. derrière s'il y a le moindre contre, eh ben ça passe à côté pour ensuite remonter. C'est des trucs qui sont implémentés chez lui. Tu vois, c'est vraiment ce travail de défense dans l'attaque entre guillemets, qui est très bien, qui est très bien maîtrisé. Euh, Fares, c'est quelqu'un qui a un excellent footwork. Il se déplace très très bien dans la cage, enfin dans le ring, dans la cage, en tout cas en boxe. Quand tu viens lui mettre la pression, ce que pourrait faire un Sadikov, enfin en tout cas essayer de faire un Sadikov pour casser la distance, il a un excellent check hook. Il te prend avec dans ton avancée, dans ton attaque, avec ce crochet qui touche et qui fait mal. Euh, il coupe très bien les angles. Il a des armes pour le stopper, front kick dévastateur. Oui. Voilà, high kick qui monte vite et bien et précis. Ses genoux qui montent vite et bien et précis. Hein. Frévola. Frévola, c'est un genou qui le couche Hmm. sur un clinch. Donc, il prend très peu de low kick. Tu sais, Sadikov, on parlait de son low kick tout à l'heure intérieur. Mais en Non, fait, parce tu qu'il te a rends ce compte que retrait de jambe. Faresiam... Tu sais, Exactement. ce petit mouvement où il vient tendre sa jambe vers l'arrière et voilà, il y a juste le pied qui passe devant le genou. Parce qu'il a sa distance. Il y a cette compréhension de la distance qui fait Mm. que tu comprends quand un kick peut te toucher ou pas. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. En fait, les seuls moments où il les prend, et là, je pense pas qu'il le fera parce que c'est une garde gaucher contre droitier, mais quand c'est en garde emboîtée, quand c'est droitier contre droitier, de temps en temps, il vient accueillir le low kick pour envoyer son bras arrière. Ouais, Tu vois, ouais, pour venir c'est contrer classique. voilà, le classique. Là, il le fera pas parce qu'il peut pas le faire. Tu sais, tu peux pas être bien sur tes appuis quand tu prends le low kick à l'intérieur de la cuisse. Par contre, il va désengager à chaque fois. Ce que tu as dit, ce qui est important, c'est il ne recule pas la jambe, il tend la jambe. Tu vois, Hmm. il laisse passer. Ce qui fait que quand Donc sa il jambe elle recule se remet pas. dans son axe, exactement, il est toujours à la distance et il peut reprendre son pressing en boxe parce que c'est quelque chose qu'il fait très bien. En fait, il est très pressant dans sa boxe. Fares, il met énormément de rythme dans la boxe. Tu vois, il t'étouffe dans la boxe. Et plus on avance dans le combat, plus il lit le jeu de son adversaire, et plus et moins il va prendre de frappes, et plus il va être efficace lui dans sa boxe. Tu sais, je sais pas si t'as revu le combat contre J. Herbert. Ça m'a intéressé ce combat-là parce que Non, striker j'ai pas contre vu. striker. En fait, plus on avance dans le combat, et plus tu te rends compte déjà qu'il force ses adversaires à essayer de lutter. Presque tous ses adversaires essaient de lutter contre lui Tous. parce qu'en boxe ils sont surclassés. Et plus on avance, et plus tu sens que J. Herbert il en prend plein la tronche. Il touche plus, et par contre lui, qu'est-ce qu'il prend? Il prend. C'est impressionnant. Ah, c'est ça en fait. C'est comme tu dis. Ça veut dire qu'il transforme tous ses adversaires en lutteurs. Euh, en fait, personne l'a dominé en pied-point. Hein. Personne l'a dominé. Là où on peut pas dire la même chose pour Sadikov. Hein. Même s'il finit debout, il Mhm. perd. En fait, Sadikov, il perd ses combats avant de les gagner. Tous ses Mhm. combats quasiment. Parce que Bonfim, il prend le premier round hein, avant ce high kick. Hein. Il y a pas de solution du côté de Ouais, Sadikov. Hein. Bonfim, il prend le ouais, meilleur sur lui. Alors il se retrouve pareil en gaucher contre droitier. On sait que c'est le bras arrière qui doit être aligné, enfin que tu dois utiliser. C'est Bonfim qui prend le meilleur sur lui à chaque fois. Hein. Sur le démarrage, il le domine complètement, il le touche. Je sais plus quel adversaire aussi, Elder ou quelque chose comme ça, le combat que j'ai vu là, où c'est chaud pour Sadikov, c'est très très chaud. Même contre Mota, c'est chaud, il prend une séquence de fou. Hein. ouais. Ouais, je suis d'accord. En fait, je me dis si tous ces Et mecs-là ont réussi à le toucher, et ces mecs-là, je les mets en dessous de Fares en striking, tu vois. Tous ces mecs-là, tous ces adversaires ont trouvé à un moment un temps fort
contre Sadikov pour lui faire du dégât debout. Ils se sont un peu emballés après, ils se sont fait cueillir. Là où Fares, quand même, en termes d'expérience, et même dans sa gestion, comme tu disais, de prise de risque, c'est quelqu'un qui va mettre qui commence en tout cas à mettre pas mal de débit, mais qui a toujours cette responsabilité défensive. C'est-à-dire qu'il va jamais se jeter au détriment de sa propre sécurité, tu vois. Il n'est pas là pour faire du spectacle. Mhm. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et en plus de ça, pareil, pour contrer, il faut faire des erreurs en striking. C'est pour se faire contrer. Mais tu sais que Fares, il va set-upper tous ses enchaînements. C'est quand il envoie un low kick, il va jamais, par exemple, envoyer un low kick gratuit, sans setup d'abord. Il va envoyer son jab ou son crochet pour envoyer son low kick derrière. Contre J. Herbert, par exemple, il lui avait, alors là, là, ça sera en gaucher contre droitier, donc c'est un peu différent. Mais en tout cas, il lui avait envoyé tellement de high kick propres, tu sais, et avec puissance, que J. Herbert, il commençait vraiment à accuser le coup à un moment. Et je pense qu'il est capable, tu sais, d'envoyer avec sa variété technique, d'envoyer, tu sais, jambe avant sur jambe avant. Parce qu'il prend, Euh, jambe avant, il le fait très bien, Fares, et ouais, il prend les low kicks, il les prend bien même, Sadikov. ouais. Il les prend bien, je sais Donc ça plus, aussi, il y a ça peut être un un game combat là changer. où il fait match nul, il prend pas mal de low kicks. Enfin ouais, il y a pas tu sens pas de travail de blocage sur les low kicks, donc ça a exploité ça aussi. Je suis d'accord. Maintenant, en lutte, Sadikov, de temps en temps, il rentre. Hein. C'est comme ça, il va plonger dans les jambes, histoire de. Mais si les adversaires qui a déjà affronté Fares n'ont pas réussi à l'amener au sol ou à le maintenir, j'ai du mal à voir Voilà, Sadikov voilà. le faire. Par contre, à l'inverse, je vois bien un Fares amener Sadikov au sol si jamais il en a envie. Est-ce qu'il en aurait besoin? Je ne pense pas. Est-ce qu'il en aurait envie? Peut-être, parce qu'il aime bien varier de jeu, justement Fares. Mais il a Sadikov, c'est du une, sprint. En fait, voilà, déjà t'as les éléments de surprise parce que c'est un striker, donc tu t'attends pas à ce qu'il parte dans tes jambes. Donc déjà t'as ce truc-là où t'es surpris. Maintenant, en termes d'attaque, techniquement, c'est vraiment pas fou. Hein. Il part de loin, non, ça plonge, ça sprint. Alors il te fait tomber, mais il y a quasi aucun contrôle derrière, ça se relève très très vite. Euh, pour moi, il y a aucune chance. Alors, l'amener, c'est une possibilité. On sait jamais. Voilà, t'es pris de vitesse, tu t'y attends vraiment pas, t'es surpris. Mais en tout cas, maintenir Fares au sol, je vois pas un monde où ça peut arriver. non, non, non. Et il a une excellente garde papillon. Qui transfère, tu sais, en dogfight aussi pour se relever. Il est très félin dans sa manière de rester, tu sais, face au sol. En tout cas, de pas tomber dos au sol. Il veut pas tomber dos au sol particulièrement, donc il arrive toujours à se remettre sur ses pieds très rapidement. Déjà avant ça, il est très très stable. Il a une stabilité de fou, Fares. Bah, quand il est debout, Euh, tu sais, ça fait partie de ses profils. On a vu un peu le même cas avec Nassourdine. Ils ont perdu pas mal de combats au début de leur carrière UFC avec des mecs qui les contrôlaient, qui te contrôlaient à la cage et qui pourrissaient le combat parce qu'ils étaient trop au-dessus en striking. Donc c'est des trucs qu'ils ont tellement bossé que tu sens que c'est ancré en eux. C'est-à-dire que la défense de Fares à la cage, c'était une faiblesse au début, c'en est devenu une force là. C'est quasiment ah impossible de le oui, faire tomber à la cage. mais c'est même quasiment impossible de le contrôler à la cage. Ouais. Aujourd'hui, il renverse à la cage. Et c'est lui qui va prendre le dessus à la cage. C'est lui qui va te coller et c'est lui qui va t'amener. Parce que sa lutte, elle a vraiment progressé. Il a vraiment une lutte efficace. Quand tu vois contre Frévola, les deux fois où il vient charger la jambe, tu sais, enfin, passer le bras entre les deux jambes pour charger Frévola, pour l'amener au sol, le travail de déséquilibre, crochetage, il a un travail en lutte qui est très, très propre. Il est vif, hein, comment il l'arrache Aujourd'hui. facilement. Comment il arrache Ouais, Mike ouais, ouais. Davis facilement. Non, non, j'ai très peu de doutes sur la partie lutte où je vois Fares très largement au-dessus et que ce soit en offensif comme en défensif. Oui, 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 je suis d'accord. Et au sol, pareil. Alors, au sol, Sadikov, pas dégueu. Sur ses, tu sais, c'était contre, parce que c'est marrant parce qu'en plus on dit ça, mais tu sais, ils ont tous les deux affronté McKinney et Sadikov a soumis McKinney là où Ziam s'est fait soumettre par McKinney. Et c'était il y a un moment de ça, hein. C'était avant justement qu'il fasse vraiment sa Il s'est fait progression de dingue. soumettre. Oui, il se fait étranglement arrière. Ah ouais?
Ouais. Ok. Mais Donc c'était à ses débuts UFC, non? Enfin, c'était il y a longtemps. c'était dans les débuts UFC effectivement. Et contre McKinney, tu sais, Sadikov, il arrive à anticiper le takedown de McKinney qui est parti d'un peu loin, hein, qui arrive à passer derrière. Un peu de triche régulièrement de Sadikov, qui a une petite fâcheuse tendance à agripper la cage. Sur 2 combats, j'ai vu où que ça soit alors soit au sol là contre McKinney où il est dans le dos mais il agrippe la cage, ou alors à un autre moment c'était en lutte où il collait à la cage et il avait une tendance à passer derrière. Tu sais, l'arbitre était à sa gauche, lui à sa droite, il venait saisir la cage, tu sais, pour maintenir plus fortement son adversaire à la cage. C'est voilà, ça passe comme ça, tu sais, une petite saisie de cage de temps en temps, ça passe bien. Et donc voilà, mais quand tu te rends compte quand même que contre McKinney, quand il s'est retrouvé dans une position qui était dominante, où il est passé derrière et tout ça, il a été relativement stable. Alors aidé par la cage, mais il a été relativement stable et il a su aller chercher la soumission. Bon, ok, mais quand même, déjà soumettre Fares aujourd'hui, je pense que bon, il va falloir se lever tôt, hein. Parce que quand tu vois toutes les soumissions avec lesquels il est sorti. Je crois que c'est contre Frévola où il prend un juji, où il passe par-dessus, très propre. Il se met à cheval, il passe par-dessus, il sort son bras. Son dernier adversaire, là, je sais plus Bah, comment il Mike s'appelle, Davis, le calf slicer. le calf slicer de Davis, effectivement, où tu te dis, bon, toi, ça y est, c'est mort, ta carrière, elle s'arrête ici, maintenant, à l'instant T. Et lui, finalement, il a réussi à sortir. Euh, bon, il a les chemins, il a les facultés physiques pour sortir, il a la souplesse, il est longiligne, il a de la puissance, il est instinctif. Euh, bon, il est ceinture violette, je crois, hein, de jiu-jitsu brésilien. Je sais qu'il s'entraînait à One Jiu-Jitsu à Lyon, je crois, chez Vincent Nguyen. Dédicace Je, d'ailleurs je, je sais pas son grade. à Arnaud Piété, qui était le responsable de la salle, mon ami Arnaud Piéténas. Je sais pas s'il m'écoute, mais en tout cas, petite dédicace. Donc, donc ouais, non, il est bon au sol. Je crois que son passage aux États-Unis, de toute façon, l'a fait step up à ce niveau-là aussi. Oui, oui, c'est vrai. Donc ouais, non, franchement, bah de toute façon, là, on évoque cette partie-là. Je pense pas que ça soit une partie vraiment trop importante du fight. À mon avis, ça va surtout se régler debout. Mhm. Par contre, oui, voilà, on sait que si les deux sont touchés, si un touche l'autre, il y aura une recherche de lutte. C'est des combattants qui sont habitués à faire ça. Là, si Fares se fait toucher, je serais pas surpris qu'il vienne coller pour amener au sol. Et à l'inverse, pareil. Finalement, pour moi, les seuls moments où on risque d'avoir de la lutte, c'est si un des deux se fait vraiment dominer ou se fait toucher durement. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas eu Fares qui a dû lutter parce qu'il s'est fait toucher de mémoire, hein. Je sais pas si t'as vu ça dans un fight, mais Non, non, non. En fait, les fois où Fares lutte, c'est quasiment en réaction. Où tu sais, on l'amène à la cage, il inverse la position et c'est finalement c'est lui, comme il est à cette distance, qui impose sa lutte. Il la recherche pas systématiquement lui-même. ah, ouais, depuis Frévola, il la recherche un peu quand même, hein. Frévola, c'est lui Ouais, qui va chercher la lutte, hein, contre Frévola, hein. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Contre Frévola, c'est Il lui y a qui va pris chercher. goût. Il a pris goût à En fait, son je jeu. pense J'en parlais que avec Julien. il y avait ce J'en truc parlais avec Julien hier. tu sais, T'as de vu? vouloir prouver que je suis complet à tous les niveaux. Ouais. Mais justement, c'est la crainte. Justement, j'en parlais avec Julien Casier hier là, et que c'était sa crainte. Il dit, il faut pas qu'il fasse le con et tout ça. Mais en soi, Pour moi, c'est écoute, pas moi, une pour moi, crainte, il le hein. fait bien, hein. Dans Ouais. ce combat, s'il fait ça dans ce combat, c'est pas une crainte. S'il fait ça contre un mec qui est très fort au sol et que tu vas absolument prouver, là oui, c'est une erreur. Mais étant donné que je le vois au-dessus, en lutte et au sol contre Sadikov, c'est peut-être même un bon choix finalement. Ça peut être un bon choix finalement, effectivement. Si tu le fais comme ça, si tu le fais en venant le coller à la cage et en l'arrachant comme il a fait avec un Frévola ou ce genre de choses, enfin tu vois, où il reste au contact avec l'adversaire. Faut pas qu'il plonge dans les jambes de loin, mais ça il le fera pas. C'est un combattant intelligent, hein. On l'a peut-être pas suffisamment dit là dans cette partie, mais Faresiam c'est un combattant qui a un énorme fight IQ, tu vois. Il sait gagner ses combats et il sait ne pas faire d'erreur. Tu vois, il ne Maintenant, fera tu pas sais, d'erreur, il va pas surengager sur quoi que ce soit, ni en boxe, ni en lutte, ni même au sol, tu me diras. je pense quand même que l'idéal c'est de rester debout parce que beaucoup de gens parlent de Bourbier.
pour moi, je le vois presque comme un cadeau de l'UFC. Dans le sens où on a eu quasiment que des mecs qui cherchaient à lutter Fares, donc qui bridaient son jeu en boxe. Là, il est contre un mec du striking. Donc c'est peut-être le combat où on va voir le plein potentiel de Fares sur la partie striking. Donc Ouais. potentiellement un gros finish. Donc pour moi, il doit faire une grosse perte de bout. Je suis d'accord. Contre J. Herbert aussi. Hein. Alors J. Herbert a beaucoup essayé de l'amener au sol, parce qu'il s'est rendu compte de l'écart, mais t'as quand même vu, si tu veux voir ce qui se fait, j'ai pas revu tous les combats de Fares, mais si tu veux voir ce qui se fait de mieux en termes de boxe, ce que peut développer Fares en boxe, tu regardes ce combat-là, déjà c'est pas mal. Hein. Mais là, effectivement, même là, contre Sadikov, effectivement, je pense qu'on va avoir ouais, je pense qu'on va avoir une masterclass. Je le dis même sans crainte, hein. On va avoir une masterclass en boxe de Fares contre Sadikov. Ouais, je suis d'accord. C'est ce que je vois aussi. Hein. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Parce que je vois pas d'à côté non plus particulier. Non, non, le combat est en prélim, j'ai vu ça. Bon, ça finalement, ça Oui. change, ça change rien du tout, hein, mais Ah, il faudrait peut-être qu'il commence à le respecter un petit peu, le Farasiam. Hein. Il y a un ouais, moment, ouais. Ah, potentiellement, l'entrée dans le top 15 sur cette victoire, et encore, c'est même pas sûr et certain. parce que tu te rends Parce qu'il compte, c'est le faut, premier combat de la prélim. ouais, bon, tu rentreras plus vite chez toi. Ah, tu seras à l'hôtel plus rapidement. Faut voir le bon côté des choses. Oui, restons positifs. Euh, C'est le dernier là, ils sont pay-per-view. classés. C'est le dernier pay-per-view de l'histoire de l'UFC, je crois. C'est même pas, je crois, c'est, Euh, si, c'est ça. je crois. Attends, parce que j'étais reparti sur autre chose, je vais te dire ça tout de suite. Oui, oui, oui. Parce qu'après c'est le 14 décembre, c'est Royval contre Manel Cap. Donc et c'est pas un pay-per-view, donc oui, c'est le dernier pay-per-view de l'histoire des pay-per-view. Enfin, après on sait jamais avec l'UFC hein, Oui, mais oui, parce mais qu'il en disait tout que de cas, temps en avant temps il pourrait en le faire un, passage mais chez Paramount. apparemment, j'adore dire ça, c'est non mais c'était le film avec Oh putain, le lourd. mais Tu sais que des fois, mais non, je veux dire ce mot, mais je le dis pas juste parce que je sais que tu vas rebondir dessus. oh mon dieu, mais tu sais pourquoi? De mémoire, je crois que c'était pour le film Hollywood là, avec Jamel Debbouze et Forestier. euh, et ouais, Florence Foresti, la Paramount. Je crois que je Je l'ai sais même pas pas vu ce pourquoi film. ce truc-là, il est pas mal, il est pas mal. Il est resté dans ma tête. Il est resté dans ma tête ce truc-là et à chaque fois, tu sais, c'est pavlovien. Si tu dis Paramount, il y a Paramount. Tu vois, c'est comme ça, c'est pavlovien. C'est qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh là là. C'est Il y a d'autres trucs qui sont pavloviens avec toi aussi quand on parle de certaines choses, quand on est dans certaines situations, mais celui-là, voilà, ça sort comme ça. Ouais, Faresiam, il est 21 là. Si on se fie au ranking en tout cas, il est classé Il est, 21 il est et ça 21 et ça dit comme. 25. Ouais, Tu donc vois, ça. il prend encore quelqu'un en dessous de lui, tu vois. Ah ouais. Ouais. Fais voir tout le ranking. Attends, c'est génial Tapologie, mais comment j'ai pas découvert Tapologie? Ah non, il faut payer. Oui, non, laisse tomber. Si tu veux voir les 92 lightweight, t'es obligé de te loguer, donc je l'ai pas fait. Je sais pas s'il faut payer ou il faut juste se loguer. Bon, je le ferai peut-être plus tard. Je regarderai comment ça se passe. Bref. Donc ouais. Donc je suis pas sûr. Top 15, on verra. On verra. C'est franchement, j'ai du mal avec le traitement de Faresiam à l'UFC. Bon, bref, ça c'est un autre débat. On en a déjà parlé, mais c'est quand même assez compliqué. Hmm. C'est quand même assez compliqué. Pronostic? J'ai pas envie de faire de pourcentage. Allez, faisons pas de pourcentage. Je l'ai fait pour le principe sur l'autre combat, mais même sur l'autre combat, je mets pas de pourcentage en vrai. Je mets Pantoja. Ouais. Et sur celui-là, Voilà, je mets Fares. Ziam. Je mets Mm. Fares. Et moi, je vois un finish. Hein. Je pense qu'il y a ce qu'il faut pour le finir.
En tout cas, Ouais. il y a une possibilité de finish. S'il veut s'assurer la victoire, ça sera la décision. Mais il y a des chemins où je le vois le finir. Moi aussi, mais je vais être prudent. Parce que Ziam, malheureusement, à l'UFC, il fait pas beaucoup de finish. Il mériterait d'en faire plus, mais il en fait pas beaucoup. Donc j'ai mis une décision de Ziam. C'est sur 3 rounds. Donc ça va vite, 3 rounds. Ah oui, c'est vrai que c'est sur 3 rounds. Ah oui, je sais pas pourquoi j'étais parti. Bah, comme on faisait Pantoja, c'est vrai que j'étais parti sur 5 rounds. Ah ouais, sur 3 rounds, ouais. Je vois un finish, mais je vois une décision, mais avec une domination totale. Ouais, voilà, c'est pareil. Tu sais, je vois un Sadikov tenir, mais par contre, et là il nous claque une soumission. Ça serait très drôle. Tu sais quoi? Mais tu sais que potentiellement, parce que tu sais pourquoi j'ai insisté aussi sur le sol, je serais pas étonné je serais pas étonné qu'il cherche quand même à soumettre, hein. Tu sais, à l'amener au sol et le dominer au sol, de se dire voilà, je suis un combattant de MMA complet, c'est-à-dire lui rouler dessus. Tu sais, alors, je pense que logiquement, il devrait, voilà, si je suis ma logique, il devrait lutter, il devrait boxer avec lui sur 3 rounds et lui faire une masterclass. Ça, c'est la logique qui devrait être faite. Là-dessus, il y a pas de souci. C'est 99% de chances que ça se passe comme ça. Maintenant, sur mon côté un peu fantasy, je me mets dans le mindset de Faresiam qui ces derniers temps a tendance à beaucoup plus lutter, beaucoup plus chercher à aller au sol et tout ça, parce qu'il y prend goût aussi. Mais pas, tu sais, pas quelqu'un qui va faire que de la lutte, que du sol, tu vois, mais vraiment qui fait du MMA en fait, tout simplement. C'est un combattant de MMA qui est devenu de plus en plus complet avec le temps. Aujourd'hui, en fait, montrer que c'est un boxeur d'élite, tout le monde le sait. L'UFC le sait, tout le monde le sait. Arriver, prendre une décision en outstrikant Sadikov, ça dit quoi? Ça dit rien. Très bonne, celle-là je te la donne. Donc, mais par contre, à Faresiam, qui lui met une rouste debout, qui finit par l'amener au sol, parce qu'il peut l'amener au sol, hein, tous les jours. Tous les jours, il l'amène au sol, quand il veut. Et qui vient lui prendre un petit étranglement arrière des familles. Écoute, si ça se passe comme ça, lundi, ou je sais pas quand est-ce qu'on fera le débrief, ma capsule, elle est déjà faite. C'est quoi, je parle même pas, je prépare une capsule de ce que je viens de dire là, et je suis pas là lundi. Tu fais le podcast tout seul, et juste je mets cette capsule. Ah bah, si on doit être précis dans le finish pour faire des capsules, moi je vois un KO de Fares sur les coudes. Coup de coude, debout. Ok. Ouais, potentiellement, ouais. Là, on est en train de se faire une petite pierre de nos sens, là. On a sorti aussi notre petite boule de cristal, là, elle est là. Je vois, je vois. Tu sais, quand tu fais des trucs comme ça, tu sais, t'as une chance sur 1000 pour que ça arrive. Le jour où ça arrive, tu peux faire des capsules dans tous les sens. Ça, j'adore, je suis fan. Voilà, c'est fait, c'est dit. On peut tous avoir notre moment de gloire. Donc, à voir. Écoutez, en tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces deux fights-là, et même du premier, hein, parce que peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec nous, peut-être que vous allez nous dire si vous auriez dû l'analyser, parce que ceci, cela a changé, parce que je pense que Petroyan va lui envoyer un coup de pierre tourné, va l'envoyer en dehors de la cage et va le finir. Pourquoi pas? Allez-y, n'hésitez pas à nous le dire. Clé de talon de Petroyan, tu vois, par exemple. Allez, boule de cristal. Imagine. Le mec, il s'arrête pas. Le mec ne s'arrête pas. Attends, je vais ressortir tous les combats. Tu sais. Le mec, il fait des prédictions hasardeuses sur toute la carte. Je les connais pas, mais c'est pas grave. Je fais des prédictions hasardeuses. Non, mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Donnez-nous vos pronostics, comme d'habitude. C'est intéressant de débattre là-dessus. Et puis, voilà. On a fait le tour? Ouais. Ouais. On a fait le tour. Avant de raccrocher les gants, on n'est pas dégoûté d'avoir fait un épisode d'actu qui est devenu obsolète au bout de 3 secondes et demie quand Dana White il a décidé de nous réveiller avec des annonces de folie? Ouais, de folie, de folie. Moi, je suis pas Non, emballé par les annonces. On en parlera dans l'actu. on en parlera dans l'actu. Moi non plus je suis pas Mais emballé, mais ouais, quand je dis des il est annonces de folie, je parle obsolète. Ouais. de folie. Quand folie, il y a plusieurs sens à folie. Mais en tout cas, on était Qui obsolète. vont contre tout ce qu'on disait, quoi. Voilà. Tu sais quoi, il y a même une capsule que je devais sortir, je l'ai pas sortie parce qu'en fait finalement elle était tout autant obsolète que le podcast. C'est là le moment où on a parlé du fait que Tsaroukian devrait affronter Paddy en se disant voilà j'élimine la concurrence. Raté, En plus, raté. Et c'est c'était notre plus gros sujet du podcast.
Et c'est un fail. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est quand on fait de l'actu une fois par semaine, forcément on s'expose à ce genre de problème. Mais c'est pas grave, on en discutera en fin de semaine. Bon, on a fait le tour. Donc, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, le lien d'Ipi en description si le cœur vous en dit, et le lien vers un porte-fight avec le code TATAMI10 pour 10% de réduction sur tout le site. Écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!